Bonsoir à tous les amis, un commentaire à l'instant dans le chat, il est en retard. Regardez, je l'ai épinglé. Hello les amis, on arrive à 19h05 pile à la seconde près. Joe, j'étais à l'heure. Ouais. J'ai un mouet. Ouais. Attends, mais c'est toi qui as lancé le début de l'émission, donc si on est en retard, c'est de ta faute. Ok, donc ça commence. Hello les amis, stream un peu particulier ce soir, je vais vous en dire plus dans un instant. D'abord, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux. Alors, on est en retard de 10 secondes, c'est la faute de Joe, il sera châtié. Merci d'être aussi nombreux. J'ai bien fait du coup de ne pas live aujourd'hui, je pense que c'est peut-être pour ça que vous êtes si nombreux. Mais en tout cas, que vous soyez 1400 là à l'instant, alors qu'on vient à peine de finir la petite musique d'introduction, ça fait très plaisir. Certains savent parmi vous ce qui va se passer ce soir, parce que j'en ai parlé un petit peu en live ces derniers jours, mais j'ai donné assez peu d'infos. Ceux qui n'ont vu que le petit visuel, je ne sais pas si Joe pourrait aller chercher sur Twitter le post avec le visuel, ce visuel un peu mystérieux, se pose plein de questions, on va voir le visuel, j'ai vu plein de questions dans le chat très intéressantes. Voilà. C'est vrai que c'est un stream un peu mystérieux, en tout cas c'est un stream dans la forme qui ne ressemble à aucun des streams que j'ai fait ces 4 dernières années, et merci beaucoup Joe, tu es un GOAT. Même si tu avais 10 secondes de retard. Et même, je pense, à aucun stream comme moi, j'ai vu en tout cas sur Twitch. Le visuel, le voici, que j'ai posté il y a quelques jours sur les réseaux. Que dit-il? Interview exclusive, puisque c'est uniquement sur cette chaîne et pas ailleurs. C'est même sur cette chaîne la première fois que ce personnage dont je vais vous parler s'exprime. Mardi 19h, bon, là on y est, de ce monsieur, là qui brandit ses médailles, manifestement très fier de lui, qui s'appelle Nicotine, certains me demandaient si c'était un pseudo, si c'était une vraie personne, un personnage, je vais vous répondre, le représentant très cynique de l'industrie du tabac. Donc ça c'est pour le visuel. Alors effectivement, c'est un stream un peu particulier parce qu'on va parler ce soir de santé publique, on va parler de lutte contre le tabagisme pour être vraiment précis, et on va aussi, et là vous allez tout comprendre dans un instant, commencer ce live en diffusant une vidéo qui est une interview qu'on a réalisé avec Joe il y a quelques jours, voilà, de ce personnage, voilà, Nicotine, qui est le représentant très cynique de l'industrie du tabac. C'est un personnage de fiction, hein, ce n'est pas une vraie personne, ce personnage est incarné par un comédien hein, qui est venu dans ce studio, et Nicotine, il incarne l'ensemble de l'industrie du tabac, ses méfaits, ces records, ces tristes records, en matière de santé, en matière de coût pour la société, parce que le coût social du tabagisme, du tabac, il est gigantesque, c'est des chiffres qu'on va évoquer ensemble ce soir, ou encore d'environnement. Et puis après cette vidéo, cette interview, qui éclaire un peu le sujet, eh bien, on recevra cette fois une vraie personne, Marion Catelin, qui est avec moi à quelques mètres ici dans ce studio, qui est la directrice de l'association ACT, Alliance contre le tabac, qui est justement à l'origine de cette campagne, parce que vous avez peut-être commencé à le deviner. Ce qui se passe ce soir, en fait, c'est le lancement d'une campagne voilà, pour dénoncer les méfaits du tabac, et ce live ce soir est la première pierre, la première étape de cette campagne. Voilà pour le cadre. Je vous lis un petit peu dans le chat, parce que si sur Twitch on ne lit pas le chat, pourquoi venir? Je prends un petit peu de vos nouvelles et je vous lance cette première vidéo dont la forme est assez intéressante. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez compris? Ok, je viens de renverser la moitié de mon café sur la table. On va faire la poanique. Voilà, ONC a compris le principe du stream. Très très bien. Je pensais que ce serait un hologramme. Vous voulez un feu d'artifice? Vous voulez quoi? C'est pas la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ici c'est fou. Est-ce qu'il s'inspire pas mal. Est-ce qu'il s'inspire du film Thank You for Smoking? Je me rappelle de ça, effectivement. Le cousin de Guillotine. Oui, alors, voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas... J'ai quelques invités dans ce studio. Pour ceux qui ne sont pas coutumiers de l'humour de Twitch, on va y avoir droit. Ça n'est pas le cousin de Guillotine. Ça n'est pas le cousin de Guillotine. Je ne crois pas. Pardon, mais quel énorme beau gosse sur le visuel. C'est vrai que l'acteur en question était plutôt beau gosse. Est-ce qu'on a le droit de s'en griller une pendant l'interview? Demande Sugar Lilou. Comment dire? Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Après, ce n'est pas l'esprit du live, puisqu'on va plutôt souligner ici les méfaits du tabac. Mais vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez.
Bonsoir Samuel, j'aborde ce live avec beaucoup de peur de désinformation. Narim, tu sais qu'on est sur Twitch. Donc ici, on est là pour donner des informations, pour en recevoir aussi, pour échanger, pour aller faire des vérifications s'il faut. C'est un espace ouvert, hein, c'est un espace de discussion, c'est aussi un espace de rigueur. Donc si à un moment, toi, il y a des informations que tu ne trouves pas complètes ou précises, tu peux intervenir bien sûr et commenter. On est là pour ça. Du moment que tu t'exprimes correctement. Hein. Ici, pas de propos racistes, antisémites. Discriminant de quelque manière que ce soit et évidemment injurieux vis-à-vis du streamer, mais surtout de l'invité et des modérateurs ou encore de Joe. Personne ne touche à Joe. Voilà. Mais évidemment, pour le débat, tu es au bon endroit. Voilà. Comme par hasard, 48 heures après ma dernière cigarette, Sanafel dans le chat, voilà, qui manifestement a pris la décision d'arrêter de fumer et c'était il y a 48 heures. Peut-être que ça va t'aider un petit peu. Alors je lis, voilà, Sugar Molly, parce qu'il y a une communauté de Sugar ici. Salut les beaux gosses, je suis là pour culpabiliser d'être fumeuse. Peut-être tu vas me dire. J'attends de ce live des solutions Splitter. C'est très intéressant. Voilà, c'est une des questions que je vais poser à mon invité tout à l'heure, justement, parce qu'on va faire un point aussi sur la lutte contre le tabac, le tabagisme dans un pays comme la France. Où on en est? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça continue de diminuer ou pas? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Moi, c'est vraiment une question que je trouve très intéressante. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, voilà, pour eh bien, aider, parce que je pense qu'il faut aider aussi, parce qu'on parle d'addiction, ceux qui le souhaitent à sortir du tabac. Sugar Elio, est-ce que tu as déjà fumé ça? Oui. Je pense qu'on parle bien d'un sujet quand on le connaît. Voilà. Donc moi, j'ai eu un peu curieux de tout et j'aime bien les expériences. Et oui, j'ai fumé jeune quand c'était, à mon époque, tendance de fumer, parce que c'était, ouais, ça donnait un genre, et adolescent... Bon, on a peut-être tous connu ça, ça donnait un style de fumer. Donc j'ai, comme beaucoup de jeunes, d'ados, je sais pas, ma première cigarette, ça doit être caché avec un cousin dans une maison familiale vers, ouais, je dirais vers 12 ans, ouais, par là, ouais, 11-12 ans, quand on a beaucoup toussé, je me rappelle. Et puis cette première cigarette, elle en appelle d'autres, hein, je pense que ça vous parle. Et puis ado, j'ai fumé. Quand, après, j'ai beaucoup fait la fête, vous savez, je suis beaucoup sorti, donc ouais, la cigarette était un peu le compagnon, oui, le compagnon de ces soirées. Donc j'ai fumé, j'ai jamais été un grand fumeur, mais je suis allé jusqu'à un demi-paquet par jour, je crois, dans ma phase haute. Ouais, notamment quand j'étais jeune et que je sortais. Merci Joe pour ce dossier qui sort, là, voilà. À l'époque, je ne fumais quasiment plus. Première télévision, Disney Channel, il y a très très longtemps. Voilà. Et donc, Joe, normalement, cette photo est interdite, hein. Donc j'ai fumoté comme ça pendant quelques années. Un demi-paquet, c'est quand même beaucoup, avec toujours un paquet qui traînait à la maison. Et puis après, le sport est arrivé dans ma vie de façon très importante, beaucoup de courses à pied, notamment, beaucoup de triathlon aussi. Progressivement, le sport au quotidien a chassé la cigarette de ma vie, parce que c'est un peu compliqué de faire beaucoup de sport, notamment des sports d'endurance et de fumer. Enfin, à un moment, il y a quelque chose qui ne matche pas. Et un jour, l'amour est entré dans ma vie et j'ai rencontré Hélène, mon amoureuse, qui ne fume pas. Et là, la dernière cigarette qui restait, la cigarette quotidienne ou la cigarette tous les 2-3 jours, celle-ci aussi a disparu, puisque quand vous vivez avec quelqu'un qui ne fume pas, c'est un peu un moment où ça se fait aussi naturellement. Donc voilà. Mais du coup, je sais ce que c'est. Et je sais ce que c'est aussi l'addiction. D'ailleurs, c'est drôle parce que je ne fume plus depuis très longtemps, voilà, mais de temps en temps, il m'arrive de croiser quelqu'un qui fume, voilà, et de me dire, tiens, je tirerais bien une bouffée. Donc on voit quand même que ce produit a une capacité à l'addiction incroyable, quoi. Et vous d'ailleurs, hein, je me pose la question si on peut être allergique au tabac. Fort pas, bonne question, je sais pas. Joe, tu fumes toi Moi je fume mais en soirée. Ouais. Et comme tu travailles beaucoup, tu sors quasiment plus. Bah ouais, je sors une fois par mois. Ouais. Je vous lis un petit peu et j'attends. Vous savez pourquoi j'attends? C'est parce qu'en fait, voilà, je ne veux pas que vous ratiez cette vidéo qui est assez étonnante, qui va durer 8 minutes seulement, qui est donc l'interview de Nicotine, ce personnage qui symbolise, qui incarne l'industrie du tabac. Et comme notre débat de ce soir, il part de cette interview, je ne veux pas lancer cette interview trop tôt pour qu'on n'ait pas plein de gens qui arrivent tout à l'heure et qui nous disent « Ah, j'ai pas vu la vidéo, Samuel, de quoi vous parlez, etc. » Donc j'attends un tout petit peu et on va dire, allez, dans 7 minutes maximum, à 30, je lance la vidéo. Ok. Si vous avez des amis, des cousins, la famille, là, vous les appelez, vous leur dites c'est maintenant. Hein. J'espère qu'on va parler également des pénalisations. Pierre-Yves, Pierre-Yves qui est un habitué de la chaîne, tu sais que c'est un sujet très important qu'on évoque très régulièrement ici, mais pour le coup, je crois qu'on est un peu hors sujet là. Je pense que tu parles de dépénalisation de cannabis. Je crois qu'on est sur un autre sujet, que pour le coup, qui est essentiel. On a lu pas mal d'articles sur les expérimentations, et notamment ce qui se passe en Allemagne, hein, depuis les dernières législatives. Mais là, je prends Pierre-Yves, même si je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'actualité, pour le coup, on est plutôt sur la cigarette, le tabac, la nicotine ce soir.
Tiens, l'étidie. Perso, quand j'ai arrêté, j'ai pris 25 kilos, il y a des solutions pour ça. Alors je ne sais pas si mon invité a la solution, mais peut-être que dans le chat, il y aura des gens qui vont te donner des conseils, quoi. Que penser des gens qui industrialisent le tabac? Hydra, c'est une question qu'on va évoquer ce soir. Commenta, pardon, j'avais pas vu tous vos messages. Moi, j'ai arrêté il y a 5 ans. Courage les gens qui essaient de le faire, c'est possible. Ouais. Je pense qu'aussi, on a tous un... Je ne suis pas scientifique et spécialiste de ces questions, mais on a tous un rapport différent, je pense, au produit et à l'addiction qu'il provoque. Et on n'est pas égaux, je crois, hein, par rapport à l'addiction qu'il crée. Et il y a des gens qui arrêtent, à mon avis, beaucoup plus facilement que d'autres. Je suis sûr qu'il y a une inégalité par rapport à ça, quoi. Tiens, Technibal, 5 mois que j'essaie d'arrêter de fumer, mon médecin a voulu baisser mes milligrammes sur les patchs le mois dernier. Voilà, contre mon avis, du coup, je refume comme avant. Bon, il faut que tu retournes voir ton médecin, du coup. Voilà. Mais justement, ça, c'est un sujet qu'on va évoquer ce soir. Est-ce qu'on se fait suffisamment aider? Là, je pense aux gens qui ont conscience que le tabac est un problème et qui veulent arrêter. Est-ce qu'on se fait suffisamment aider? Est-ce que la société, globalement, aide suffisamment celles qui veulent arrêter de fumer de le faire? Pour en avoir parlé avec vous ces derniers jours, je crois c'est un vrai sujet, quoi. Si ce live est cool, dit Serenity, je le montrerai en replay à ma maman qui est fumeuse. Tu sais quoi? On va essayer de faire de ce live quelque chose de cool. Est-ce que tu vas parler de la cigarette électronique? Oui, Bubblegum, je pense qu'à un moment, on va l'évoquer, oui, bien sûr. T'as vu le résultat du sondage? Non, quelqu'un a lancé un sondage, très bien. Les gens, à 70%, ne fument pas dans le chat. Alors ça, justement, je ne sais pas qui parmi les modos a lancé ce sondage, mais je le remercie, parce que j'allais le proposer. Fumez-vous? Non, 70%. Donc c'est intéressant. Est-ce que ça reflète... quelle est la proportion de la population adulte française qui fume? 25%, donc on est à peu près sur les mêmes ratios. On me dit qu'il y a 25% de la population adulte française qui fume, donc on est à peu près sur les mêmes ratios. 20% de fumeurs, voilà, et de la moquette juste 10%. Voilà. Je salue ce sondage qui est très bien, il est pas mal. Ça veut dire quoi fumer de la moquette d'ailleurs? Oui, non, allez. Non, c'est... Ouais, je crois que j'ai pas la ref. Ma mère ne fume pas, mais je lui ai partagé le lien du live. Alors je fais coucou à ta maman, Draméron. J'ai jamais essayé, même une taf me dit, moi ça m'intéresse, me dit Nelfon, pour moi c'est trop lié à un effet de style comme élément de sociabilité. Bah, c'est ce que je vous disais, moi j'ai commencé comme ça, hein. Voilà. La curiosité aussi, l'expérience. Puis à un moment le produit il provoque quelque chose, il provoque un état qu'on va rechercher à nouveau, bon ça c'est l'addiction bien sûr. Ok, moi j'ai arrêté de fumer, mais c'est dur, j'ai été à 30 cigarettes jour, ok. Je suis passé du jour au lendemain de la cigarette à la cigarette électronique, ça fait 10 ans et demi, j'ai fumé 2 cigarettes depuis. Ok. Et j'espère bientôt arrêter la e-cigarette. Ok. C'est intéressant, c'est le sondage, manifestement, est le reflet de ce qui se passe au niveau de la société française. Moi, c'est une des questions que je me pose ce soir, je n'ai pas la réponse, mais notre invitée, elle l'aura. Est-ce qu'il y a une baisse tendancielle régulière du nombre de fumeurs en France? Je sais qu'après les années 50, ça a fortement diminué. Est-ce que cette baisse s'est poursuivie? Est-ce qu'elle s'est ralentie? Est-ce qu'on est sur un plateau? Est-ce que parfois la consommation remonte? Moi, c'est des questions que je me pose. Voilà. Ce qui pose la question de la prise de conscience, qui pose la question aussi des politiques de prévention efficaces ou non efficaces, de l'accompagnement social, notamment médical, de l'arrêt du tabac. Bon, il est 28 minutes. Allez, je me régale encore un petit peu du chat. Je suis content parce que je pensais qu'on parlerait de choses et d'autres, de gaming, d'Elden Ring, de Valorant, des médailles des Français aujourd'hui aux Jeux Olympiques, parce que je me posais des questions, mais finalement on est parti directement sur le débat. Coolman, mon père a commencé à fumer à une époque où c'était quasiment incité distribution de clopes dans l'armée. Moi, mon papa m'avait raconté ça. À l'armée, au service militaire, on distribuait des paquets de clopes aux appelés, quoi. Voilà. Et lui, il se faisait plein d'amis parce qu'il les donnait. Et je crois que c'était 1 ou 2 paquets par jour. Enfin, c'était gigantesque. Je sais plus. Enfin, c'était incroyable. Et donc, il se faisait plein de copains parce qu'il distribuait les clopes. Il y a une époque en France où l'armée distribuait des cigarettes aux appelés, quoi. Voilà. Et le papa de Coolman n'a jamais réussi à s'arrêter malgré un tas d'essais et un infarctus à quasi 40 ans. Voilà. Oh, wow. Il demande si fumer des bosses, ça compte ou pas. Joli. Joli. Parce que moi, j'ai arrêté de fumer il y a très longtemps, mais je fume des bosses sur Elden Ring. J'ai arrêté le jour de mes 30 ans. Mon aide, ça a été de remplacer l'habitude. J'ai eu un thermos à la main en continu dès que je sortais pour quelques mois. Ok.
Il y a une certaine Marie Palot qui parle de son expérience. Ah, Marie, je t'ai pas lu, je vais trouver. Marie, qui est une créatrice de contenu et amie que nous aimons beaucoup. Marie, hello, j'ai arrêté de fumer quand j'ai su que j'étais enceinte. J'ai arrêté 5 ans. J'espère que la famille va bien, Marie. Et je l'ai repris. Ah, je savais pas que tu avais repris, Marie. Trop nul, on n'arrête jamais, c'est réel. Ok. Je pense que Marie, du coup, ce stream va t'intéresser. Okay. On vient de retrouver des cigarettes de la guerre d'Algérie en vidant la maison de mon grand-père. J'adore. Commentaire de Pinouzin. Ok. Bon, les amis, je crois que vous êtes prêts. Ok. Vous êtes 2500, c'est très bien. Alors, votre mission aussi, pour ceux qui sont déjà là, ce sera de raconter à ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure, eh bien, ce qu'il y a dans cette vidéo, puisque maintenant, on va diffuser cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo? Attendez, soyez concentrés parce que ça va durer 8 minutes, ce qui est très court dans l'univers de Twitch. Après, on va prendre le temps, on va discuter. J'ai une invitée avec moi qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est Marion Catelin, qui est la directrice de l'association ACT, Alliance contre le tabac, qui est à l'origine de cette campagne, qui est lancée ce soir. Mais d'abord, dans cette vidéo de 8 minutes, on va voir un personnage de fiction. Le monsieur s'appelle Nick Otine, Nick prénom, Otine nom de famille, Nicotine. Certains dans le chat me demandaient tout à l'heure si c'était un pseudo. Le suspense est intolérable. Oui, c'est un pseudo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une famille Otine qui a appelé son fils Nick. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc, c'est un personnage qui est joué par un comédien que j'ai reçu il y a quelques jours ici pour faire cette vidéo. Et Nicotine incarne à lui seul l'industrie du tabac et il en est très fier. Il est très fier de quoi? De ses résultats, de l'argent gagné, d'un marché qui se porte bien, de ses records en plein de domaines. On verra quel record dans un instant. Voilà. C'est un personnage cynique, très cynique, voilà. Ne lui jetez pas la pierre, c'est un comédien, mais il incarne le cynisme de cette industrie. Le chat, est-ce que vous êtes prêts pour cette vidéo? Je ne lancerai pas cette vidéo si vous n'êtes pas prêts. Je vois du oui, je vois du oui, je vois du let's go, je vois du oui, je vois du non, on s'en fout, je suis Garmoli, on s'en fout. Je suis né prêt. Vous faites rire, vous êtes prêts? Ok. Joe, je te donne un décompte à 5, tu es prêt? Attention. Interview de Nicotine, et après on en parle bien sûr, et on répond à toutes vos questions. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Bonjour Monsieur Nicotine. Bonjour Samuel Etienne. Comme votre nom l'indique, vous êtes le représentant de l'industrie du tabac, vous évoluez depuis de nombreuses années, grand connaisseur du milieu, on peut dire ça? Tout à fait. Et vous êtes fier des records de votre industrie. Records qui, on va en parler, témoignent pourtant de conséquences absolument désastreuses sur la santé, sur l'économie, sur l'environnement. Je vois même qu'en cette période de compétition, vous avez apporté vos médailles. Oui, et j'en suis fier. Ces médailles montrent que l'industrie du tabac est championne sur différents terrains, notamment le profit. Et en tant que représentant de cette industrie, je me réjouis de nos bons résultats. Vous vous réjouissez, vous semblez très satisfait de vous-même. Pourtant, les chiffres sont formels. Le tabac est la première cause de mortalité évitable dans le monde, provoquant la mort de 8 millions de personnes chaque année, 75 000 rien que pour la France. C'est ça le genre de record dont vous êtes fier? Oui, j'en suis très fier. Je vous explique, monsieur Etienne. Quand on veut mener de grandes aventures entrepreneuriales, il faut viser de grands profits. Mais puisque vous lancez des chiffres à la volée comme ça, parlons chiffres. Vous savez combien ça pèse le tabac? Non, mais je pense que vous allez me le dire. 51 milliards d'euros de bénéfices chaque année. C'est énorme. Oui, notre produit plaît, il se vend bien. S'il y a 6 000 milliards de cigarettes manufacturées chaque année, c'est pas pour rien. Les cigarettiers sont des géants de l'économie. Pourquoi je ne serais pas fier de cette réussite? Peut-être parce que le tabac entraîne le décès prématuré d'un consommateur sur 2. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, un produit avec de telles conséquences, notamment sur la santé, n'obtiendrait jamais son autorisation de mise sur le marché? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes juriste? De toute façon, ça ne me concerne pas. Le produit a été autorisé, on en fait commerce, point. Moi, je regarde vers l'avenir, pas le passé. Et je peux vous assurer que l'avenir du tabac s'annonce radieux. Attendez, ça veut dire que vous allez continuer à plomber le budget des Français parce que la santé n'est qu'un des secteurs qui subissent les méfaits de votre produit. Il y a des études là-dessus. L'économie française en fait les frais. On estime le coût social du tabac à 156 milliards d'euros par an, alors que l'État ne perçoit que 16 milliards de recettes fiscales de votre industrie. Vous n'allez pas reprocher à des businessmen de faire du business. Notre boulot, c'est pas de penser aux conséquences, c'est de faire des bénéfices. Et puis, 16 milliards qui vont à l'État, excusez-moi, mais c'est déjà pas mal. Franchement, c'est une honte de s'opposer ainsi au tabac. Et une prouesse de notre part de tirer notre épingle du jeu dans un environnement aussi hostile.
Ça, c'est en grande partie grâce à notre stratégie de recrutement des nouveaux clients. On va les chercher dès l'adolescence. Vous êtes en train de reconnaître que vous faites tout pour séduire de nouveaux consommateurs et les rendre accros au tabac, c'est ça? C'est vrai que sur ce point, on a fait du super boulot. La semaine dernière, j'ai même payé ma tournée aux équipes pour les féliciter. On mise sur les jeunes parce qu'il faut bien reconstituer une clientèle. Il y a ceux qui ont décidé d'arrêter de fumer et ceux qui sont morts prématurément à cause du tabac. Plus ils sont jeunes, plus ils seront dépendants de nos produits. Vous savez que ça fait un peu froid dans le dos quand même, hein, ce que vous racontez. Concrètement, comment vous faites ça alors? L'astuce, c'est qu'on fait en sorte que fumer paraisse classe et relaxant. Ça donne envie aux ados de goûter. Ils sont curieux, ils tirent quelques bouffées, et hop, on chope de nouveaux clients. Malin, non? Malin, cynique plutôt. Cynique, c'est vous qui le dites. Comme je dis toujours, la clope, l'essayer, c'est l'adopter. Et pour les plus réticents, on n'a pas dit notre dernier mot. Notre service de développement innove sans cesse avec des nouveaux produits. Maintenant, il y a les puffs, les vapes, les sachets de nicotine. Tout ça est très tendance. Et on n'en est pas peu fiers, d'ailleurs. Vous savez quoi, malheureusement, vous n'avez pas tort sur ce point. Là encore, j'ai des chiffres. En France, 200 000 jeunes tombent chaque année dans le tabac. 90% des fumeurs en France le sont devenus avant l'âge de 18 ans. Vous n'avez pas honte? Pourquoi je devrais avoir honte? Je viens de vous l'expliquer. Notre stratégie paie. 200 000 nouveaux clients chaque année. C'est le pactole, surtout quand on les garde longtemps. Alors, comme je vous le disais, malheureusement, certains meurent prématurément. Ça nous fait une perte de revenus. Mais bon, c'est la vie. On ne peut pas tout avoir. Monsieur Nicotine, je vous promets qu'un jour, dans le dictionnaire, à la définition de cynisme, on verra votre nom en exemple. Vous parliez des jeunes un instant. Est-ce que vous reconnaissez que votre industrie a recours à l'exploitation des enfants dans les plantations de tabac dans le monde? On parle d'1,3 million d'enfants concernés, des enfants qui souvent tombent malades en raison de leur contact prolongé avec la nicotine. Monsieur Étienne, ce qui vous manque, c'est le sens des affaires. Vous regardez toujours tout sous le mauvais angle. Voyez plutôt le verre à moitié plein. Avec ces cultures de tabac et grâce à ce système d'exploitation, on offre des emplois à des familles entières dans les zones où on cultive. Et grâce à cette main-d'œuvre pas chère, on augmente nos marges. C'est ce qu'on appelle une entreprise bien gérée. Je résume, vous tuez vos consommateurs, vous coûtez cher à la collectivité, vous attaquez la jeunesse, et ça n'est pas tout. Est-ce que vous avez une idée de votre bilan en matière d'environnement? L'environnement, moi, vous savez, c'est pas une passion dévorante. Je suis plus hôtel 5 étoiles que camping. Mais oui, je sais qu'il y a quelques mégots qui sont jetés ça et là. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Quelques mégots? Non. 4 500 milliards de mégots jetés chaque année dans la nature, qui contiennent 7 000 produits toxiques qui ne disparaissent jamais en fait. Et ça a des conséquences désastreuses pour la biodiversité. Comme je viens de vous le dire, l'écologie, c'est pas ma passion. Mais bon, c'est la nouvelle mode, donc on verdit notre image. C'est-à-dire? On écrit des grandes phrases qui n'engagent en rien, du style la réduction de l'impact environnemental de nos activités est l'élément clé de notre vision de la durabilité de l'entreprise. Ça veut rien dire en fait. Si vous comprenez pas, c'est normal. On vend aussi des cigarettes avec filtre biodégradable. Biodégradable, vraiment? Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans danger pour l'environnement, mais d'un point de vue marketing, ça suffit largement. On met en avant notre politique de responsabilité sociale, on offre des cendriers de poche, on participe à des collectes de mégots sur les plages. Enfin, vous voyez, tout le tralala, quoi. Vous n'oubliez pas l'utilisation des pesticides et ces quantités astronomiques d'eau dont a besoin l'industrie du tabac, une eau qui du coup ne sert pas à d'autres usages? Le tabac demande une attention particulière. Alors oui, on arrose nos cultures, et oui, on pulvérise dessus des cocktails de pesticides. Mais ce n'est pas interdit par la loi, que je sache. De toute façon, c'est le meilleur moyen pour obtenir de bons rendements. Et qui dit meilleur rendement, dit plus de profit. Et nous, le profit, on aime ça. Ça, que vous aimiez les profits, je crois qu'on commence à le saisir. J'ai une dernière question, monsieur Nicotine. Parce que malgré tout ce que vous m'avez expliqué, il y a encore quelque chose que je n'arrive pas bien à comprendre. Comment, malgré l'aspect néfaste de vos activités, vous restez dans le cadre de la loi? Excellente question, monsieur Étienne. Croyez-en quelqu'un qui a du métier. La loi, avec suffisamment d'argent, on l'applique à sa bonne volonté. Bien sûr, il faut un peu de finesse et de doigté. C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer? Chaque année, on dépense au moins 1 million d'euros dans les activités d'influence en France et 20 millions à l'échelle européenne.
Je peux vous dire que c'est un excellent investissement. Avec cet argent, on alimente nos réseaux de lobbyistes. Vous savez, ces petits rusés qui se faufilent auprès des dirigeants politiques pour les influencer. Grâce à eux, on freine les politiques de santé publique et les mesures à notre encontre. C'est pour ça que je peux vous dire que l'industrie du tabac a encore de belles et longues années devant elle. Monsieur Nicotine, vous l'avez bien mérité, je vous remets une dernière médaille, la médaille du cynisme. Merci, je suis très touché. Quant à vous qui nous regardez, je vous invite à aller voir cette campagne lancée par l'Act Alliance contre le tabac, qui vous met en scène, monsieur Nicotine, posant fièrement à côté de tous vos records plus honteux les uns que les autres. Il s'agit de ne pas laisser le dernier mot à l'industrie du tabac pour qu'elle ne gagne pas sur tous les terrains. Plateau en direct, puisque vous l'avez compris, ce qui était au début de ce live, c'était une interview enregistrée. Alors ce que j'ai lu dans le chat m'a beaucoup plu, parce que j'ai vu certains qui étaient arrivés pendant l'interview et qui posaient la question, est-ce qu'il est vrai, est-ce que c'est un vrai représentant de l'industrie du tabac, est-ce qu'on peut être cynique à ce point? Donc ceux qui étaient au début du live et les habitués vous ont expliqué très gentiment, effectivement, c'est un acteur, c'est un comédien qui incarnait ce personnage, qui est un personnage de fiction qui s'appelle donc Nicotine. Nicotine, personne ne s'appelle Nicotine dans la vraie vie, enfin, je ne crois pas, voilà, pour incarner les méfaits du tabac. Alors Nicotine n'est pas avec nous. Il est venu il y a quelques jours avec Joe pour enregistrer cette vidéo qui fait partie d'une campagne en fait qui est lancée ce soir par une association qui s'appelle l'Act Alliance contre le tabac. Et avec moi, j'ai la directrice justement de cette association qui s'appelle Marion Catelin. Bonsoir Marion. Bonsoir Céline. Marion, vous avez vu les commentaires avec moi, c'est très intéressant parce que on va en parler, c'est une forme très originale que vous avez souhaitée pour cette campagne d'information sur les méfaits du tabac, sur les méfaits de l'industrie du tabac. Volontairement, c'est une campagne qui ne vise pas à culpabiliser le consommateur. Hein, c'est très important pour vous, mais on en parlera. Ouais. Mais bien à désigner les vrais coupables, que sont les industriels du tabac, ceux qui font de l'argent sur la santé, ou plutôt sur la non-santé d'ailleurs, des autres. Voilà, les commentaires qu'on a pu lire valident cette forme qui est très originale. Moi, je n'avais jamais vu rien de tel jusqu'ici. Donc, je le rappelle, le personnage que vous avez vu est un personnage de fiction, voilà, et il participe d'une grande campagne, voilà, qui est lancée ce soir. En fait, c'est ce live qui lance cette campagne de l'association Act Alliance contre le tabac. Marion, peut-être un mot d'ailleurs d'Act. Oui. Act, c'est une association. C'est aussi un collectif d'associations, si je ne dis pas de bêtises, qui regroupe des associations de lutte contre le tabac. Et ACT existe depuis un certain nombre d'années déjà. C'est ça, on existe déjà depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Ouais. L'idée au départ, c'était de faire appliquer la loi E20, etc. Et en fait, notre collectif a pour but aujourd'hui de peser en fait, dans les médias, dans le débat public, pour justement faire comprendre aux Français que finalement, la lutte contre le tabac, c'est pas juste une question qui concerne les fumeurs, c'est un vrai sujet de société qui nous concerne tous. C'est pour ça qu'on a choisi, on en reparlera, ce mode de sensibilisation aujourd'hui. Et donc nous, on fait des campagnes de sensibilisation auprès donc, des Français. Et puis aussi, notre travail, c'est un peu plus dans l'ombre, avec nos équipes, d'aller voir les décideurs politiques et de leur faire comprendre pourquoi telle proposition de loi, en fait, elle vient de l'industrie du tabac, il ne faut surtout pas qu'elle passe, et pourquoi et comment on peut aller plus loin dans la lutte contre le tabac en France. Et donc ça, c'est notre travail. C'est plein d'éléments que vous venez d'évoquer, c'est des questions que je voudrais vous poser plus tard, parce que moi, c'est un sujet que je ne connais pas vraiment, la question de la lutte contre le tabac. Et je me pose plein de questions sur où on en est aujourd'hui en France, de la consommation de tabac, de la lutte contre le tabac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus éventuellement? Il y a une chose que j'ai aussi compris grâce au travail qu'on a fait ensemble, c'est la notion de coût social du tabac, le coût pour la société, puisque vous avez dit à l'instant, c'est un sujet qui ne concerne pas que les fumeurs, qui nous concerne tous. Voilà. Et moi, j'ai découvert des chiffres sur le coût social du tabac. On les a entendus dans l'interview de Nicotine, c'est juste incroyable. En tout cas, on vous dit bonsoir. Je vois bonsoir Marion, bonsoir madame. Voilà, vous êtes très poli, bravo. Bonsoir tout le monde. Voilà. Et donc, on passe bien d'un comédien à quelqu'un qui existe vraiment. Voilà. Oui. Qui est Marion Catelin, qui est la directrice de l'association. Donc, l'association ACT existe depuis un certain nombre d'années, une trentaine d'années, voilà, a une existence active, forte, avec donc régulièrement des campagnes lancées de sensibilisation depuis quelques années. Là, on est sur une campagne très originale. Vous avez donc choisi d'inventer un personnage pour faire passer un message. Donc, on est à ma connaissance, moi je ne l'ai jamais vu ça. Pourquoi cette forme originale? Quelle est l'intention? Est-ce que les campagnes traditionnelles marchent moins? Quelle est l'idée? C'est justement tout le propos de notre association. En fait, on se pose comme un contre-lobby.
de l'industrie du tabac. On a un peu David contre Goliath. Oui, les budgets ne sont pas les mêmes, c'est ça ? Les budgets ne sont pas les mêmes. Et l'idée, c'est justement de ne pas faire de notre sujet, cette lutte contre le tabac, un sujet sanitaire. Parce que finalement, faire de la prévention en disant « fumer tue », c'est très important. On a Santé publique France qui le fait, le gouvernement, des messages assez institutionnels qui portent ce message qui reste fondamental. Et depuis longtemps, c'est un message qui est porté depuis qui est porté depuis très longtemps. On suppose que les gens le savent. Les gens le savent, mais aussi, et notamment auprès des plus jeunes, souvent, ça n'imprime plus. Et c'est pas toujours très très bien reçu. Et pourquoi d'ailleurs, on sait pourquoi ces messages qui sont des messages forts, fumer tue. Moi j'ai connu des paquets de cigarettes qui étaient sans les messages d'alerte, là, avec les chicots tout gâtés, là, ou les œsophages tout pourris. Là. Donc moi c'était le tabac était glamour, où il y avait des cow-boys à la télé qui fumaient, où il y avait des célèbres comédiens qui fumaient. Donc j'ai connu cette époque-là. Bon, aujourd'hui c'est une autre époque. Pourquoi la jeunesse n'est pas sensible à ces messages de prévention classiques ? Bah déjà, la jeunesse elle est jeune, donc la mort pour elle c'est un peu lointain. C'est loin. C'est presque, même, ça fait presque envie. Ça va tuer. Le risque, le danger. L'interdit, le danger peut aussi être attractif en quelque sorte, ou si ce n'est, en tout cas, ne pas se sentir concerné en fait par ces enjeux sanitaires-là, un cancer du poumon, etc. On se dit qu'on a la vie devant nous, que ça ne concernera jamais. Donc les messages classiques ne sont pas forcément adaptés à ce public-là. Pas toujours, pas exclusivement. C'est un travail que nous faisons à l'Alliance contre le tabac qui est complémentaire pour montrer en fait que, encore une fois, notre sujet, cette lutte contre le tabac, il faut vraiment se dire qu'elle nous concerne tous. Y compris les non-fumeurs ? Y compris les non-fumeurs. Et c'est pour ça qu'on a choisi finalement de faire incarner cette industrie du tabac à travers le personnage de Nicotine pour que les Français finalement se représentent mieux de ce qui se cache finalement derrière le fait de fumer, le tabagisme. On en parle, il y a le mois sans tabac, le tabagisme, le fait d'arrêter de fumer, etc. C'est très important, mais finalement à la source, ça reste très virtuel, quoi. Ça resterait, oui, un peu impalpable ou très sanitaire. Ouais. Et on se dit bon bah ça concerne que les fumeurs, etc. Et en fait, nous, notre rôle, c'est vraiment de se dire attendez, remontons à la source du problème. C'est qui et quoi le problème ? C'est cette industrie. C'est l'industrie du tabac qui existe depuis plus de 100 ans maintenant. Qui gagne des milliards chaque année. Qui gagne des milliards chaque année, qui fait 8 millions de morts par an dans le monde chaque année. C'est plus que pendant la période de pandémie Covid, chaque année. Et ce, depuis maintenant plus de 100 ans. Donc c'est quelque chose d'absolument colossal, c'est une industrie qui tue un consommateur sur deux, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un renouvellement permanent de ses clients, de ses consommateurs. Nicotine, il a besoin de séduire les jeunes pour renouveler le public, quoi. C'est ça. Et donc l'idée qu'on veut faire passer nous aujourd'hui, c'est vraiment de se dire qu'on soit fumeur, pas fumeur, il faut qu'on prenne conscience que cette industrie, elle est plus tolérable aujourd'hui dans notre société, fumer, finalement, c'est pas quelque chose de banal pour personne, que ça nous concerne vraiment tous. Et donc, dans le fait d'incarner cette industrie à travers Nicotine, qui est ce personnage détestable, qu'on va avoir pendant là, presque un petit mois, 3 semaines, dans le cadre des JO, incarner les records de la honte, parce que finalement, c'est le recordman le plus médaillé de l'histoire, on va dire, des JO, dans toute catégorie, hors catégorie. Il a plein de médailles, des médailles de mort, il a des médailles de détérioration de l'environnement. Exactement. Finalement, il détient des records dans tous les domaines. C'est destruction de l'environnement, atteinte des droits humains, il exploite des enfants, il exploite aussi la précarité. Il se fait plus de 50 milliards de chiffres d'affaires par an sur le dos des personnes les plus précaires en France, mais dans le monde de manière générale. C'est vraiment une industrie qui est la plus cynique et la plus qui est absolument délirante, qui vend un produit qui ne serait pas vendu aujourd'hui si on savait à l'époque les méfaits que toute cette industrie allait engendrer il y a 100 ans. Moi, c'est ce qu'à un moment dans l'interview, je dis à Nicotine, aujourd'hui, si ce produit était nouveau arrivé sur le marché, on le refuserait d'entrée. J'espère. Mais on en parlera aussi, cette industrie sait se renouveler.
avec dans le temps et l'époque actuelle. Et elle a bien conscience aujourd'hui qu'elle perd un peu de terrain en Europe avec la vente de cigarettes et se met sur d'autres. C'est toujours le même marché, parce que c'est le marché de l'addiction à la nicotine. Hein. Quand on est accro au tabac, on est accro à la nicotine qui est dans le tabac. C'est ça le produit addictif dans le tabac. C'est la drogue du tabac. C'est ça qui crée l'effet de manque. C'est ça qui crée l'effet de manque, qui crée l'addiction très très forte. Il faut savoir que la nicotine, c'est la drogue la plus parfaite qui soit, parce qu'elle n'a pas trop, comme l'alcool, d'effet. C'est une substance psychoactive, donc elle peut, surtout, par exemple, quelqu'un de très jeune qui fume pour la première fois, il va avoir la tête qui tourne, etc. Oui, je me souviens très bien de ça, moi. Mais après, plus du tout. Il n'y a plus vraiment cet effet. J'ai failli tomber dans les pommes, première. Voilà, ou vomir ou autre. Cet effet-là, il ne dure pas du tout. Et après, c'est une drogue, en revanche, dont on a besoin tout le temps, qui est totalement acceptable socialement, justement parce qu'elle ne produit pas d'effets trop démesurés d'un point de vue social, quoi. Ça passe. Oui, en termes de comportement. En termes de On comportement. n'est pas ivre, on n'est pas passé moyen. Voilà. Mais par contre, on est extrêmement accro, et c'est une substance qui est considérée comme une substance vénéneuse, une substance neurotoxique. Au départ, il faut savoir que quand on parle de la nicotine, donc, elle est contenue dans la plante, la feuille de tabac. Ouais. Et quand l'agro-industrie a voulu développer des pesticides, ils se sont servis de la molécule de nicotine pour en faire un dérivé qui sont devenus les néonicotinoïdes. Oui, tout à fait, on en parlait dans l'actualité. Voilà. Et qui sont ces pesticides qui tuent les abeilles, tueurs d'abeilles, etc., complètement néfastes. Ça vient d'une molécule dérivée au départ bien que c'est un de la nicotine. Mais d'ailleurs, cette addiction très très forte, cette capacité à créer l'addiction très très forte, elle est dans le chat depuis tout à l'heure. Je vous lis bien sûr, pardon, mais vous savez, quand je suis avec un invité, je suis un peu moins sur le chat, de témoignages de gens directement dans leur famille, de gens qui ont vraiment lutté, qui ont essayé, parfois pendant des années, sinon des décennies, d'arrêter, malgré parfois des problèmes de santé et des cancers. Et en fait, l'addiction est trop forte, quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions, on y viendra tout à l'heure aussi, sur comment finalement aider ceux qui veulent arrêter. Parce qu'on sent qu'il y a un déficit, on sent qu'il y a un défaut. On sent que notre société aujourd'hui n'arrive pas encore à aider suffisamment bien, à accompagner suffisamment bien ceux qui veulent arrêter de fumer. On en parlera peut-être. Je vois par exemple des commentaires comme celui d'Outil08, bonsoir psychologue dans un service d'addictologie. Je suis confronté à ce sujet tous les jours. Selon moi, la cigarette est bien plus qu'un produit, c'est aussi un symbole, un médiateur social, un antidépresseur. Et la prévention doit prendre en compte toutes ces dimensions pas simples. C'est vrai, j'aime beaucoup ce commentaire parce qu'on voit que le problème est beaucoup plus complexe, sans doute qu'on l'a imaginé dans le passé, et que les politiques de prévention de lutte contre le tabac, si elles n'ont pas porté les fruits escomptés, c'est qu'on n'a pas dû prendre toutes les dimensions dont nous parle Utis. Avant d'aller plus loin, de façon un peu plus légère, quand on a passé la vidéo, il y a plein de gens dans le chat qui disaient « Mais où est-ce que vous avez trouvé cet acteur ?» C'est-à-dire qu'il a vraiment... On l'a cherché longtemps. Il a vraiment la gueule de l'emploi, quoi. Parce que moi, c'était une des questions que je me posais quand le comédien est arrivé dans le studio. Je me dis, mais qui ils ont trouvé pour incarner ce personnage qui est à la fois charmeur et détestable, qui est très, très cynique. Comment vous l'avez trouvé ? Vous avez passé une petite annonce en mode... Presque. Il y a eu un casting de fait, bien sûr. On travaille aussi avec une agence qui s'en est très bien occupée. Et donc, on a trouvé notre perle rare. Alors, ça n'est pas lui, mais certains pensent qu'il ressemble à Yvan Le Bolloc. Chroms27 me dit dans le chat qu'il a reconnu ce comédien et qu'il a joué dans Kaamelott. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il est comédien, par ailleurs. Il est comédien. Je ne connais pas le détail. Et donc, vous avez passé un casting. Oui. Et à un moment, vous vous êtes dit... C'est lui, quoi. Ah oui, directement. On s'est tous mis d'accord très vite. Mais en tout cas, et c'est agréable aussi parce que quand on est une association comme la vôtre et qu'on lance une campagne qui est assez novatrice dans la forme, comme celle-ci, on s'interroge un petit peu sur comment elle va être reçue. Et vous avez vu dans le chat tout à l'heure, la forme était plutôt jugée intéressante. Voilà, des commentaires dans le chat, moi, qui me touchent, parce qu'on est sur Twitch pour échanger. Yuli, ma maman a arrêté de fumer à 40 ans, cancer du poumon à 48. Vous me permettez, je lis quelques messages, parce que je trouve ça très intéressant. Et puis, on continue notre échange. La nicotine est un pesticide naturel, voilà, donc on parle bien d'un poison. Kawasaki, je suis en arrêt depuis 3 mois, j'en suis très fier. Force à tous ceux qui veulent se débarrasser de cette merde. Christ, pose-lui la question pourquoi l'État ne l'interdit pas. Moi, c'est une question que je me pose, moi aussi. Mais on la posera tout à l'heure. Tu as raison, c'est intéressant. Juste au-dessus, S. Fortesque répond à cette question que vient de poser Christ. Ça reste une liberté, sinon on bannit aussi l'alcool, la malbouffe, etc. Donc c'est très intéressant ce débat. En fait, je crois que c'est votre premier stream.
Voilà. Et en fait, et parfois quand on annonce, vous savez, merci Joe qui nous a... ce sont les visuels. Ce sont les fameux visuels de la campagne qu'on va pouvoir voir un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux, pendant la période des Jeux Olympiques. Et en fait, quand j'ai annoncé à notre invité la durée moyenne d'un stream, vous savez qu'on est facilement sur du 2 heures, du 3 heures, sinon du 5 heures, voire du 11 heures quand on veut taper les boss, Marion était un peu surprise. Et je crois que Marion commence à comprendre pourquoi. Oui. C'est parce qu'en fait, du chat naissent plein de questions, d'interrogations, parfois avec des informations aussi, qui sont souvent extrêmement pertinentes. Et ça nourrit le débat. Bien sûr. Et l'échange d'une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on voulait avoir au début, il devient plus long. Mais je vais faire attention à ce que ça ne déborde pas trop. Mais regarde, Paul Downblake, qui est un habitué du chat, mon père aimait 2 grands-pères sont morts du tabac. Force à ceux qui n'arrivent pas à se décider, c'est un choix de vie ou de mort. L'État ne bannit pas le tabac car trop de rentrées d'argent. Gamebot, ça c'est quelque chose que j'entends souvent. On parlera du coût social du tabac, parce que moi ce que j'ai compris notamment en travaillant sur ce sujet, c'est que le tabac coûtait beaucoup plus à la société, beaucoup plus à l'État, beaucoup plus à l'argent public qu'il ne rapportait. Donc finalement cet argument il est un peu... Mais on va en parler parce que je trouve que c'est une question essentielle. La mère de ma compagne n'a pas su s'arrêter de fumer pendant sa grossesse. Voilà, vous voyez, c'est quand même très très présent. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Donc, une campagne originale, voilà. Donc, elle va se décliner. Donc, elle commence avec ce live ce soir, avec la vidéo. Cette vidéo, ceux qui n'ont pas pu la voir, elle sera en replay sur ma chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, mais je pense qu'on va pouvoir la voir ailleurs, non ? On va pouvoir la voir aussi sur notre site internet et après il va y avoir aussi des capsules vidéo sur les réseaux sociaux, extraits de cette interview que vous aviez faite avec Nicotine qui va être visible. Ces capsules seront visibles sur les réseaux sociaux. Voilà, on est sur votre site là. Mais aussi voilà, sur nos réseaux sociaux, vraiment, on pourra la voir un peu partout. Et Nick, puis, je crois qu'il a ses comptes, il a ses propres comptes sur les réseaux. Voilà. Et il va interpeller, il va communiquer pendant quelques semaines. Là. C'est ça, il va interpeller, il va rebondir à l'actualité aussi des JO. Il faut savoir quand même que Nicotine est plus médaillé que Michael Phelps. Donc et voilà, il va intervenir tout au long des JO. Il a ses propres comptes sur notamment Twitter, Instagram. Et aussi, ce sont des visuels qui vont être vus en vrai, si je peux dire, dans Paris, dans plusieurs stations de métro, aussi à Bribus, et dans 9 grandes villes aussi en France, un peu partout dans l'espace public, pour que le plus grand nombre possible de Français puissent voir Nicotine et ses messages et ses records cyniques et indignants. Que je me dis, comme je sais que Nicotine est un comédien, je me demande si sa carrière ne va pas être boostée par cette campagne, parce que du coup, il y a plein de gens qui vont voir son visage et sa capacité à incarner. Il est très sympathique dans la vraie vie, je l'ai rencontré. Un personnage tout à fait détestable et cynique, on le voit ici. Et peut-être que vous venez de booster sa carrière, qu'on va le voir dans des films incroyables, qu'on va le retrouver au César dans quelques mois, sinon aux Oscars, c'est très très drôle. Ok, on a parlé d'Acte, l'association. On a parlé de ce que voulait faire cette campagne. Une des questions que je me pose, c'est où on en est de la consommation de tabac en France. J'ai fait quelques recherches, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question. J'ai vu que la consommation de tabac en France a commencé à baisser fort à partir de la fin des années 50, pendant un certain temps. Voilà. Et mais j'aimerais que vous me confirmiez cette information, qu'aujourd'hui, cette baisse qui a pu être forte à une époque, en fait, elle l'est moins. Et en fait, il est compliqué de continuer à faire baisser de façon importante la consommation de tabac, comme ça a été le cas les quelques décennies passées. Est-ce que c'est le tableau ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Oui, plus ou moins. En fait, donc le vrai, ça s'est passé en plusieurs temps, cette lutte contre le tabac en France. Globalement, depuis les années 50 à peu près, la consommation de tabac a été divisée par 2. Donc il y a une très très forte diminution après la loi E20, notamment, et les différents plans de lutte contre le tabac qui ont été mis en œuvre. Après, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'il faut regarder les chiffres dans le détail. Là, aujourd'hui, il y a en gros un gros quart de la population française qui est fumeur quotidien. 30% à peu près occasionnel. Donc c'est quand même énorme, encore, même si ça reste moindre. Pourtant, par rapport on a l'impression que par rapport à il y a quelques années, la cigarette dans la rue, on la voit plus. On a l'impression que de moins en moins. La cigarette a disparu un peu du paysage social, mais quand on entend ce chiffre, presque 30% de fumeurs, on a l'impression qu'on les voit moins.
Justement, donc c'est ça qui est complexe. C'est-à-dire qu'avec justement tous ces plans de lutte contre le tabac successifs, on a quand même quelques batailles de gagner. C'est-à-dire qu'effectivement, le tabac est de moins en moins plébiscité comme un truc cool. C'est de moins en moins, finalement, oui, c'est ça, perçu positivement. Ce fait de fumer. Et donc il y a comme ça, effectivement, dans les espaces publics et qui deviennent aussi souvent des espaces sans tabac, une sorte d'invisibilisation progressive du tabac. Et là, ça c'est très fort, notamment chez les plus jeunes. Là, en l'espace de 5 ans, entre 2017 et 2022, il y a 10 points de moins de fumeurs chez les jeunes de 17 ans. C'est-à-dire que là, il y a 15,6% à peu près des jeunes de 17 ans qui fument. Et ils étaient 25% il y a encore 5 ans. Donc c'est une énorme victoire. Ouais. Donc en fait, ces politiques de lutte contre le tabac, elles marchent, et particulièrement auprès des plus jeunes. Ces paquets affreux à regarder, qui ne donnent pas du tout envie de fumer, ils contribuent. Le prix aussi, bien sûr, il contribue. Peut-être on pourra en reparler. Oui, on parlera du prix parce que c'est une question qui revient souvent. Il y a la question de est-ce qu'il ne faudrait pas carrément interdire la cigarette, demandent certains. Pourquoi on pourra parler de la prohibition de l'alcool aux États-Unis à une époque. L'interdiction, parfois, c'est pas forcément la bonne réponse. Et puis, le prix. On vient de lancer le débat. Voilà, il y a Docteur Acula dans le chat qui estime que ce n'est pas une question de prix. On en parlera. Mais je vous interromps plus. Donc, on a des campagnes de santé publique, de sensibilisation, de prévention qui ont marché. Donc. Bien sûr. En fait, c'est un ensemble de mesures qui permet de faire en sorte que ça marche. Ce n'est pas des petites mesures isolées. Il n'y a pas de recette miracle, c'est un ensemble de solutions. C'est un ensemble. Quand même, on les connaît, les recettes qui marchent à l'international. Donc, il y a, en premier lieu, en fait, vraiment, c'est le prix. C'est le prix. C'est la mesure reconnue comme étant la plus efficace par l'OMS pour lutter contre le tabac. On sait que quand on augmente le prix à peu près de 10%, il y a 4% de baisse de la consommation de tabac sur la même période. Donc, on le sait, ça marche. Et ça marche sur le long terme ? Alors, ça marche sur le long terme, mais il y a des conditions particulières pour que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des augmentations régulières, prévues, planifiées dans le temps, que aussi on les annonce à l'avance, c'est-à-dire qu'il y a un effet appel de prix. C'est pour ça que souvent on nous dit attention, dans 5 ans, dans 10 ans. Je vais toujours poser la question. Okay. Justement, cette annonce-là, elle est très importante pour que les gens anticipent aussi cette hausse et que ça leur donne envie d'arrêter, de se dire là, faut que j'arrête pour mon portefeuille aussi. Ça peut être un levier important. Donc les conditions, c'est des hausses régulières, annoncées en amont. Oui. Ok. Qui permet justement aux fumeurs ou aux jeunes aussi d'avoir cet effet dissuasif et de se dire bon là soit il faut que j'arrête, soit le jeune se dit c'est tellement trop cher que c'est même pas dans son argent de poche, ça rentre pas, il peut pas suivre, c'est pas envisageable. En tout cas, c'est vraiment un facteur très important pour freiner la consommation de tabac. Ensuite, il y a aussi évidemment les campagnes de sensibilisation qui sont faites. Le mois sans tabac y contribue. Nos campagnes aussi sont dedans, c'est-à-dire qui permettent d'informer les Français à la fois sur il y a les risques sanitaires, on en a parlé, ça a ses limites, mais ça reste important. Et puis toutes les autres et celles qu'on essaie de faire qui permettent d'informer sur la réalité derrière finalement le fait de fumer, ce qui se cache derrière ce tabac. Et ça y contribue aussi largement. Et puis, il y a cette mesure de paquet neutre aussi, qui est très importante. Le fait qu'il n'y ait pas de publicité aussi. La publicité pour les produits du tabac est interdite en France. Jusqu'à il y a encore très très peu de temps, c'était encore autorisé par exemple en Allemagne, etc. Et c'est vrai que ça paraît très très bizarre aujourd'hui de s'imaginer qu'il puisse y avoir de la publicité pour les produits du tabac. Ça n'existe plus. Donc ça y contribue aussi largement dans le fait de plus glamouriser les produits du tabac. Puis après, il y a toutes les mesures qu'il faudrait prendre aussi encore pour aller plus loin justement passer ce seuil. C'est vrai que la baisse est notable chez certaines parties de population, notamment les plus jeunes, puis chez d'autres, les personnes les plus précaires. La baisse, elle est un peu plus lente à observer, et donc là, il y a plein de mesures aussi qui pourraient être prises pour que justement on franchisse un cap et qu'on aille vers une société, des générations futures sans tabac. Ça, c'est notre objectif, nous, à l'Alliance contre le tabac. Ce qu'on pourrait faire de plus, de mieux, on en parlera. Moi, je voudrais juste m'arrêter sur un argument que je
vois dans le chat, émis par plusieurs de nos viewers, mais que j'entends très souvent au quotidien ou aussi en stream, c'est les hausses de prix, ça ne sert à rien, vous connaissez cet argument, parce qu'en fait, ça ne fait que développer un marché parallèle de vendeurs à la sauvette ou d'achats frontaliers, et donc ça ne rentre plus dans les chiffres, mais le tabac est toujours là, c'est juste qu'il est acheté différemment. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'on a une estimation justement de ce phénomène-là? Oui. C'est-à-dire de la vente légale qui devient, on va dire, fumeuse, quoi. Elle s'invisibilise. On sait ou pas? On sait très bien. On a une vision très précise des choses. Il faut savoir qu'en France, 80% des gens achètent leurs produits du tabac, leurs cigarettes chez le buraliste. Chez le buraliste. 80%. 80%. Okay. Ça, c'est des enquêtes qui ont été faites. Voilà. Voilà, là, c'est Santé publique France, donc c'est en gros le gouvernement, un organe du gouvernement qui a ces chiffres-là, qui les a republiés en juin dernier. Donc 80% des gens, finalement, achètent leurs produits du tabac chez un buraliste. 20%, c'est beaucoup, comme ils vont où les 20%? Alors 20%, sur ces 20%, il y en a à peu près 15% qui vont faire de l'achat transfrontalier, qui est légal. Oui. Voilà. Et donc, ça, c'est une part, c'est 15%. Hein. C'est pas 40%, c'est pas 50%. Hein. Les gens de Bretagne ne vont pas en Andorre pour acheter leur paquet. Enfin, bon, voilà. Donc, 15%, ça touche surtout les populations transfrontalières. Voilà, transfrontalières. Et après, ce sur quoi je vais insister, il y a une espèce de délire médiatique. De la vente à la sauvette, là, de la vente à la sauvette, de la contrefaçon, que les prix, avec ces arguments relayés par les médias très largement, qui visent à dire oui, attention, quand vous augmentez les prix, ça fait exploser la vente à la sauvette, l'insécurité aussi. Regardez ces usines au fond d'Aubervilliers qui créent de l'insécurité en plus, parce que c'est. Enfin, voilà. Alors, ça représente moins de 1% de la part totale des cigarettes vendues en France. Et ces chiffres ces arguments qui tendent à dire que quand vous augmentez les prix des paquets du tabac, ça fait exploser le commerce illicite, et bien en fait, ça, ce sont des arguments qui sont donnés par les industriels du tabac, qui chaque année, publient un rapport avec l'aide d'un cabinet qui a pignon sur rue, d'audit, Philippe Maurice notamment, publie son rapport avec des chiffres plus mirobolants d'année en année. Là, on est à peu près 50% de commerce parallèle, illicite, avec un mélange de genres entre ce que c'est le commerce illicite, le commerce parallèle. Enfin, voilà, en laissant entendre que c'est l'explosion de la contrefaçon. Donc en fait, cette petite musique, cette petite musique part de l'industrie du tabac, et elle est relayée en France par les représentants des buralistes. La Confédération des buralistes, qui relaie très très largement ces arguments de l'industrie du tabac en France. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? C'est que le buraliste a intérêt à vendre des produits du tabac. C'est 90% de ses revenus. C'est extrêmement important. Donc lui, ce buraliste, il a intérêt à ce que finalement on continue à fumer en France. Et c'est lui qui a surtout intérêt à ce qu'on continue à fumer, pas l'État. Et ça, je reviendrai après. On va en parler aussi. Voilà. Ça, c'est l'autre. Donc, c'est le buraliste qui, en France, cette confédération des buralistes, qui relaie ces chiffres publiés chaque année par l'industrie du tabac. Et là, on n'est pas content du tout, parce que les médias, qui sont censés faire du fact-checking, faire attention à ce qui est dit, ne vérifient absolument pas. Et relaie ces chiffres, et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec 90% des Français qui pensent que quand on augmente les prix, c'est pas efficace et ça fait exploser la contrefaçon, la vente à la sauvette, c'est tout ça. C'est faux. J'ai envie de créer un sondage là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Je vais demander au chat justement quelle est la proportion d'entre eux qui pensent que augmenter le prix du tabac est inefficace pour cette raison, développement d'un marché parallèle. Parce que c'est quelque chose qui est très présent, ça, dans les débats sur la question, mais j'aimerais bien le mesurer, parce que parfois on entend des gens très très forts, mais finalement ils ne sont pas si nombreux. Vous voyez ce que je veux dire ? On va faire un sondage. D'après notre enquête, malheureusement, ils sont très très nombreux. Mais peut-être que votre communauté est plus au fait et ne sera pas d'accord. Le prix, là, je mets la hausse. Je formule le sondage ainsi. Est-ce que la hausse du prix du tabac est inefficace ? C'est-à-dire, vous l'avez entendu à l'instant, ne fait que nourrir un marché parallèle, en fait, un report sur un marché parallèle, illégal, clandestin, voilà, qui ne change rien à la consommation du tabac en France, qui créerait des problèmes d'insécurité. Voilà. Est-ce que vous pensez que la hausse du prix du tabac est inefficace pour ces raisons ? Voilà.
Inefficace, deuxième, rien doute. Non, un Non. seul. Un seul. Est inefficace, hop. Oui, vous pensez qu'elle est inefficace. Non, vous pensez qu'elle est efficace. Je ne sais pas, puisque vous avez le droit de ne pas savoir et de ne pas avoir d'avis. Je ne sais pas. C'est parti, vous avez 2 minutes pour voter. Boum. Toujours intéressant de faire ces petits sondages. Voilà, et je vous donne le résultat dans 2 minutes. J'ai quelques commentaires sur le sujet. Je suis buraliste proche frontalier espagnol, le prix n'a aucun impact sur ce qui est souhaité, c'est malheureux, dit Lasbou. Oui, mais c'est normal. À la frontière, on vient d'en parler. Il y a un vrai sujet. Hein, c'est un vrai sujet. On est d'accord que tous les témoignages que je lis depuis 10 minutes là, dans le chat, mais moi j'ai mon tonton qui vit à la frontière avec le Luxembourg, avec la Suisse et tout. Je peux vous dire que là-bas, personne ne fume des cigarettes qui sont achetées ailleurs que le côté de la frontière. C'est évident, c'est un phénomène qui est documenté, qu'on sait. Mais arrêtez de parler que cet exemple, parce que tout le monde ne vit pas à la frontière. Moi je suis breton, je ne vais pas traverser la Manche. Je crois qu'en Angleterre, le prix des cigarettes doit être encore plus cher d'ailleurs. C'est encore plus cher, c'est 16 dollars, donc, je vais pas 16 livres sterling. Voilà. C'est compliqué d'acheter mon paquet de cigarettes, je ne sais pas où on va, en Belgique, c'est ça? En Belgique ou en Espagne? En Belgique. Espagne. Donc c'est un phénomène réel, mais tout le monde n'est pas frontalier en France. Voilà. Ne serait-ce qu'en région parisienne, je crois qu'il y a un habitant en France sur 5 ou sur 6 qui vit en région parisienne, parce d'hyperconcentration de notre pays. Bon, bah là, on est loin de toute frontière, pardon. Donc cet exemple, il est intéressant, mais il ne suffit pas à expliquer le phénomène. Voilà. La hausse du prix du tabac est inefficace. On est à mi-sondage. Non, elle n'est pas inefficace. Elle est efficace pour 48%. Oui, elle est efficace pour 33%. Est inefficace pour 33% des gens, donc il y a quand même 34% des gens du chat qui pensent que la hausse du prix est inefficace. On est loin des 80% que vous évoquez, mais il y a quand même un tiers des gens qui nous regardent qui pensent effectivement qu'il y a un sujet, 47%, quasiment une majorité, qui pensent que la hausse du prix est efficace, et il y a, c'est très intéressant, 19% de je ne sais pas. Et c'est un taux qu'on a assez peu sur ces sondages, parce que vous êtes des gens de qualité, vous êtes un peu informés, je sais, sur les sujets, et on est en général sur des je ne sais pas à 2%, 4%, 5%, 8%, 9%. 19%, ça montre qu'il y a beaucoup, sans mauvais jeu de mots, de flou, de fumée sur le sujet, et que manifestement ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le lobby de l'industrie du tabac, cette question, a l'air de bien marcher. Bah oui. C'est intéressant, hein C'est intéressant. Donc ok, donc on était en train de parler finalement des mesures les plus efficaces pour lutter contre le tabac. On a parlé du prix. La consommation du tabac aujourd'hui, donc elle continue à baisser, voilà, notamment chez les plus jeunes. Okay. Moi j'avais l'impression qu'elle s'était finalement que ça avait arrêté de baisser, mais non en fait. Non, ça continue. Chez les plus jeunes vraiment, elle baisse très fortement. Ça, je lis quelques messages et puis on continue notre débat. Et notamment, moi j'aimerais qu'on parle du coût social du tabac, parce que moi c'est quelque chose que j'ai appris. Et notamment d'un autre débat qui est d'une autre polémique en mode, mais pourquoi interdire le tabac ça rapporte beaucoup d'argent à l'État, ça rapporte beaucoup d'argent aux caisses de l'État, et bien plus qu'il ne coûte, ce tabac, à la société. Alors j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus dans un instant, parce que c'est quand même extrêmement important. Je vous lis. J'ai arrêté il y a 1 an, mais parfois je ressens encore du manque. Avez-vous des solutions pour aider? Alors, Erzazouna, ton commentaire, on va le mettre de côté parce que je pense que j'aimerais finir ce stream sur ça, moi. Parce que je pense qu'il est difficile d'arrêter de fumer. Je pense qu'on a une société aujourd'hui où tout n'est pas encore en place pour aider ceux qui veulent arrêter de fumer. Et donc, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des pistes là-dessus, notamment du côté des médecins? Moi, j'ai vu des sondages intéressants en préparant cette émission sur un nombre très important, une immense majorité des médecins français qui estiment qu'ils sont mal informés, qui sont désemparés vis-à-vis de leurs patients, qui ne savent pas trop comment les accompagner. Donc ça, c'est quand même, en 2024, c'est assez fou. Donc j'aimerais qu'on parle de ça tout à l'heure. Au Royaume-Uni, me dit Ekmul, parce que je parlais de la Grande-Bretagne, les cigarettes sont cachées dans les commerces. Ils ouvrent une armoire spéciale. Mais c'est vrai, je me souviens de ça, moi. Effectivement, ouais. Mais d'ailleurs, en Grande-Bretagne, ils étaient en avance par rapport à nous. Oui, mais ça fait partie aussi des mesures, on pourrait parler aussi, qui permettent de dissuader la consommation. Je pense que la hausse du prix n'est pas la seule solution. Dorbax, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, notre invité le disait, c'est un faisceau de mesures. Oui. La Belgique vient d'augmenter massivement ses prix, ça fait réfléchir pour arrêter après 10 ans à fumer des cigarettes de là-bas. La Belgique a augmenté ses prix récemment? Oui, c'est vrai. Il y a un nouveau plan de lutte contre le tabac qui a été voté et qui va augmenter aussi. C'est intéressant ce que dit Kyriam aussi. Inefficace peut-être la hausse de prix pour ceux qui fument déjà, parce que bon, c'est dur de lutter contre une addiction, mais sûrement efficace pour dissuader les nouveaux fumeurs, notamment les plus jeunes. Les plus jeunes notamment, oui. Ok, très bien.
J'aimerais qu'on se penche sur ça, parce que moi, c'est une des choses que j'ai découvert en préparant cette émission, ce qu'on appelle le coût social du tabac. Quand j'ai vu les chiffres, alors je les ai notés moi, quand j'ai vu les chiffres qui étaient évoqués par Nicotine et dans notre échange, je suis allé les vérifier, comme tout journaliste doit le faire, et j'ai vu que ces chiffres étaient vrais. L'économie française fait les frais du tabac. On estime le coût social du tabac à 156 milliards d'euros par an pour la France, hein. Ouais. Alors que l'État ne perçoit que 16 milliards de recettes fiscales de l'industrie. Donc d'un côté, un coût social à plus de 150 milliards et du coup des recettes fiscales à 16 milliards. Qu'est-ce qu'on appelle le coût social du tabac ? En fait, le coût social, c'est ce que va coûter le tabac, le tabagisme, à la société tout entière. C'est-à-dire qu'on prend en compte... Les frais médicaux. Les frais médicaux. Soigner les maladies, les cancers. 26 milliards par an, voilà. 26 milliards par an. 26 milliards. Versus les 16 milliards reçus. Déjà, on est en déficit. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les dépenses en soins, les externalités négatives, c'est-à-dire les coûts les pertes de production liées au tabagisme, c'est-à-dire les arrêts maladie, les pauses clopes. Non mais en termes de productivité, c'est compté en fait. C'est marginal, hein, mais je dis pour la perte d'espérance de vie. La perte d'espérance de vie. Ouais. Et donc aussi de cotisation, de social, parce que tout est compté vraiment dedans. Et donc ça fait un tout qui permet à la fin d'arriver à ce chiffre des 156 milliards, qui revient à dire que, c'est pour ça que je dis que la lutte contre le tabac, ça ne concerne pas juste les fumeurs, c'est que le tabagisme en France, ça nous coûte à tous, par an, par habitant, nourrisson compris, presque 2500 € par an. C'est-à-dire, même si vous ne payez pas d'impôts, quoi qu'il arrive, attendez, en fait, chaque année, vous payez 2500 € à cause du tabac en France. Ça nous tout coûte... citoyen en France, bébé, même bébé, ça lui coûte 2500 €. 2500 €. Si vous rapportez ça par tête an. En France, c'est par an. Tous les ans. 2500 € par an. Et ça c'est ce coût-là, sans compter si vous êtes fumeur, le coût que vous coûte vos achats de paquets de cigarettes. Mais du coup, ça relaye la question par an. Quand on voit ça, d'un coup, un coût social pour la société, donc un truc qui sort de notre poche littéralement, parce qu'à un moment, il faut financer tout ça. C'est ça. 150 milliards pour des recettes. L'État, c'est nous, en fait. Voilà, pour des recettes de 16 milliards, on a dit. C'est ça. Donc la question que certains vont poser, c'est mais pourquoi ce produit n'est pas interdit ? Alors ça, c'est la question qu'on se pose. Hein. Oui. Nous, on aimerait beaucoup, justement, en arriver là. C'est de se dire que face à tout ça, ce coût social... Vous seriez pour l'interdiction carrément ? Bien sûr, nous, ce qu'on voudrait voir, mais progressivement, hein, pas du jour au lendemain, voilà. Ce que nous voudrions, c'est avoir des générations futures sans tabac. Et idéalement, à l'horizon 2032... C'est l'objectif gouvernemental, hein, c'est de se dire que tous les jeunes qui auront 18 ans, et les générations futures après, derrière, petits frères, sœurs, enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ne fument plus. Et donc, à partir de là, ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'à partir de 2032, tous les enfants qui seront nés après 2014, en 2014 et après, ne puissent plus se voir proposer à la vente des produits du tabac. C'est comme une décommercialisation C'est pas déjà progressive. le cas ? On ne peut pas vendre des cigarettes à des mineurs ? Alors, on ne peut pas vendre des cigarettes à des mineurs. C'est juste, même s'il y a 2/3 des buralistes qui vendent des produits du tabac aux mineurs, voilà. Bon, okay. je mets ça là de côté. Théoriquement, vous avez raison, donc les mineurs ne peuvent pas fumer. Sauf qu'à partir de 18 ans, effectivement, après, ils peuvent se mettre à fumer. Ils sont toujours jeunes. En général, 90% malheureusement des fumeurs en France ont commencé avant 18 ans. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que cette interdiction de vente aux mineurs, elle soit vraiment respectée. 2032, c'est demain, on est en 2024. 2032, c'est demain, et nous, ce qu'on aimerait, c'est mettre un terme vraiment à ce business mortifère qu'est la vente des produits du tabac, et de se dire, une bonne fois pour toutes, parce que c'est pas une question de liberté, hein, fumer, hein, à la limite, on a la liberté, et encore, c'est difficile quand on est adolescent, de pas se laisser prendre au piège, de se dire... ça a l'air cool quand même de fumer, je vais essayer. Et après, je suis pris par l'addiction. Mais après, quand on est addict, on n'est plus libre. C'est trop tard. On est addict. Ouais. Et c'est très compliqué de sortir de l'addiction. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas que les plus jeunes générations tombent là-dedans. Et que symboliquement, cette décommercialisation progressive des produits du tabac, elle vienne finalement, petit à petit, faire disparaître complètement ce business. Parce que quand on parle de la vente des produits du tabac, ce qui est très différent par rapport à l'alcool, par exemple, parce qu'on parle souvent, on nous oppose « Ah, la prohibition, c'est la prohibition, etc. » Encore une fois,
l'addiction à la nicotine, et sous quelque forme qu'elle soit finalement, ça on peut en reparler, mais notamment à travers la consommation de la cigarette, elle n'a pas d'effet socialement très fun, au-delà des 2-3 premières clopes qu'on prend qui font tourner la tête. Après, on la fume parce qu'en fait, on est addict, ça soulage l'addiction et c'est tout. Et donc, si on n'est pas rentré dans le tabac avant 18 ans, on ne va pas ressentir... on ne va pas aller chercher à tout prix une clope. Ah ouais, ma clope, absolument, dans la rue, à la sauvette ou je ne sais où, et ce qui reste très marginal. En fait, on ne la fumera jamais, cette cigarette. Parce que quand on la fume, c'est qu'en réalité, on est attrapé par l'addiction et c'est foutu. Mais c'est très différent d'autres drogues et alcool, notamment. L'objectif, il est fascinant, se dire que dans 8 ans, en gros, que les jeunes soient épargnés par la cigarette. Comment on y arrive? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'arsenal législatif, des règles ou de la sensibilisation, il y a tout ce qu'il faut déjà, et vous êtes confiante, parce que c'est une question qui m'a été posée, est-ce que vous êtes confiante sur ce résultat? Vous êtes confiante sur cet horizon 2032 pour qu'en gros la jeunesse en France arrête de fumer et donc progressivement que le tabac disparaisse de notre pays, puisque après voilà. Ou est-ce que non, il faut d'autres mesures, et si oui, lesquelles? Est-ce qu'il faut encore augmenter le prix drastiquement? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, parce que vous avez parlé de la décommercialisation, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire quand je parle de décommercialisation, c'est que petit à petit, on ne vende plus des produits du tabac et les produits de la nicotine en France. C'est-à-dire que, mais ça va se faire très progressivement, parce qu'on ne va pas dire, par contre, aux fumeurs qui ont fumé 40 ans et qui sont accros au tabac, dire demain on ne fume plus. Non, ça va être la guerre. Non, mais c'est la guerre, et c'est surtout, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Non. Là, ce qu'on veut, c'est épargner les générations futures. Pour les personnes qui sont déjà malheureusement dépendantes au tabac. Et dépendante à la nicotine. Ce que nous voulons, c'est justement faire en sorte qu'il y ait toujours toute une série de mesures qui viennent dissuader du fait de fumer, donc effectivement une augmentation, toujours encore, des prix progressifs des cigarettes et de ces produits, et à côté de ça aussi des aides réelles pour les fumeurs. Mais ça, j'aimerais qu'on le mette de côté pour juste après. Mais, donc, voilà. Mais je reste sur les jeunes, moi. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, concrètement, parce que vraiment 2032, c'est demain, comment concrètement on va arriver à un zéro fumeur chez les jeunes en 8 ans, avec quel type de mesures? Moi, j'aimerais comprendre ça, parce que je ne vois pas comment on fait ça. Comme je vous l'ai dit, en fait, en France, la première cigarette, à peu près, c'est autour de 14 ans. Et 90% des fumeurs le sont devenus avant 18 ans. Donc en fait, vraiment, tout se joue là, dans cette période de l'adolescence. Et il y a une chose fondamentale que j'ai dite, 2/3 des buralistes vendent des produits du tabac aux mineurs. Il y en a même 15% qui vendent des produits du tabac à des mineurs de 12 ans. C'est totalement illégal. Totalement. Voilà. Au motif fallacieux que demander la pièce d'identité, ça serait attentatoire à la liberté, qu'ils sont gênés de la demander. Non, c'est dans le code de santé publique, ils doivent vérifier que la personne est bien en âge de pouvoir acheter des produits de tabac. Donc déjà, pour ces plus jeunes-là, l'interdiction de vente aux mineurs, elle est essentielle. Mais il faut qu'elle soit appliquée et que ceux qui les vendent prennent leurs responsabilités. Quand je dis... Il faut qu'on aille plus loin que cette interdiction de vente aux mineurs, qui serait quand même très efficace en soi si elle était vraiment appliquée. C'est que symboliquement, c'est le fait de se dire on passe l'étape d'après, où on se dit on se dit que la vente des produits du tabac n'est plus souhaitable, n'est plus désirable, n'est plus acceptable en France, et on va vers des générations entières, c'est-à-dire quand ces jeunes qui auront 18 ans en 2032, ils vont vieillir, etc., etc. Petit à petit, on va aller vers une société en France où en fait le tabac aura disparu des points de vente et que ça nous semble être ce qui est désirable et souhaitable par rapport à une telle industrie, clairement, dont on veut qu'on veut voir disparaître et qu'on aimerait disparaître nous-mêmes en fait. Si l'objectif c'est de décommercialiser les produits du tabac en France, il y a un moment il faut s'occuper des buralistes, parce que vous l'avez rappelé, pour la plupart d'entre eux, même s'ils diversifient de plus en plus leur chiffre d'affaires d'ailleurs, une part très importante de leur revenu vient de la vente de tabac. Ce sont des gens qui demain, si on met en place ces politiques, vont perdre leur activité, vont se retrouver. Alors ils vendent aussi les jeux.
Oui, mais à gratter. c'est pas suffisant. La presse, les bonbons. Est-ce que quand on pense cette politique, est-ce qu'on se dit oui, effectivement, il va falloir les accompagner, il faut les... Oui, et ils le sont. Il faut savoir qu'en 20 ans, les buralistes ils ont perçu des aides publiques. Pour ça. Vous savez combien c'est? Non. C'est 4 milliards d'euros depuis 20 ans. Okay. C'est 200 millions d'euros par an que les buralistes perçoivent pour aider à la transition de leurs activités. Sauf que, lié à la chute des ventes. Lié à la chute des ventes. Sauf qu'en fait, il faut savoir aussi que les buralistes aujourd'hui ont encore un intérêt à ce que les prix augmentent. Quand les prix augmentent, ils augmentent aussi leurs revenus. Leurs revenus. Oui, jusqu'à ce que vraiment ça baisse totalement. Donc, moi, voilà, les buralistes savent très bien défendre leurs intérêts. Ils ont beaucoup d'idées pour diversifier leurs activités, mais il faut bien savoir aujourd'hui qu'ils perçoivent à hauteur à peu près de 200 millions d'aides cumulées par an sur 20 ans. Donc, ils sont aidés. Donc, l'accompagnement, il est déjà en place. Il est déjà en place. Il y a même la Cour des comptes qui a dit en 2017, dans un rapport très étayé, que c'était une gabegie d'argent parce qu'ils ne jouaient pas le jeu, ils ne respectent pas l'interdiction de vente aux mineurs et ils ne font pas de transition vraiment d'activité, ils n'y ont pas vraiment d'intérêt. Donc, voilà. C'est important quand même de rappeler le contexte. Je ne connaissais pas, mais moi j'ai vraiment été impressionné par les chiffres de la vente aux mineurs, parce que dans les textes c'est extrêmement clair, on ne vend pas de tabac, on ne vend pas de cigarettes à des mineurs, et d'apprendre que les buralistes sont aussi nombreux à le faire, c'est vrai que ça me semble une mesure de bon sens, que la loi soit appliquée, et que les buralistes se responsabilisent, ou alors qu'on les aide à se responsabiliser pour que... Ils peuvent se responsabiliser largement, on est bien d'accord. Amis buralistes qui nous regardaient, je suis sûr qu'il y en a... il y en a des très bien, et il y en a qui ne jouent pas le jeu. Vous êtes 3000. Levez la main les buralistes dans le chat, n'hésitez pas. Là, il y a Kiné22 qui dit, est-ce qu'il n'y a pas de contrôle? Les buralistes ne sont pas contrôlés? Non, ils ne sont pas contrôlés. Ils ne sont pas contrôlés. On a rencontré les douanes qui s'occupent normalement des contrôles et ils admettent eux-mêmes qu'il n'y a pas de contrôle du tout de fait. Pourtant, ils perçoivent, encore une fois, 200 millions d'euros d'aide par an. Et puis c'est un sujet de santé publique. Enfin, on est bien d'accord. Bon, amis buralistes, on lance un appel. Ne vendez pas de cigarettes aux mineurs, c'est la loi. Et vous participez à un combat qui est un combat social, sociétal. On a parlé du coût social du tabac. Ça nous fera des économies. On pourra les mettre, je sais pas moi, dans le service de santé, dans les hôpitaux, dans l'école, dans les routes. Il y a plein d'idées. Que sais-je, dans les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Dans la dépollution de la Seine, etc. Non, je plaisantais. Mais voilà, c'est un argent qui pourrait être sûrement mieux utilisé, quoi. Ok, très très bien. Je vous lis un petit peu le chat, je vous ai un peu abandonné. J'ai arrêté de fumer il y a 13 ans, évidemment, même s'il y a plusieurs solutions à tout. Numéro 1, c'est vraiment la volonté. Oui, mais alors justement, ça rejoint une question que je me pose aussi, ça. Est-ce qu'on n'est pas tous inégaux face à la dépendance? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fumé, mais j'ai arrêté relativement facilement. Ça n'a pas été très violent. Et de cette expérience, alors que je sais qu'il y a des gens qui ont parfois des caractères forts, qui sont des gens... et qui n'y arrivent pas, qui ont énormément de mal, pour qui c'est un combat. Et je ne crois pas que ce soit une faiblesse. Et là, je me suis dit ce jour-là, on doit être inégaux par rapport à ça, par rapport à l'addiction. C'est scientifiquement démontré? C'est complètement scientifiquement démontré. Même on est inégaux face à l'addiction à la nicotine selon qu'on est un homme ou une femme. Ah bon? Ouais, malheureusement, les femmes ont encore plus de mal à arrêter du fait de raisons hormonales, biologiques, qui ont malheureusement une addiction plus forte à la nicotine qui peut se développer. Et puis, comme vous le dites, on n'est pas égaux individuellement, indépendamment de son genre. Et c'est pas une question de volonté. C'est ça. C'est vraiment... là, c'est très, comme le disait tout à l'heure la psychologue, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a sa situation aussi personnelle. Est-ce que ça va bien dans notre vie? Est-ce que financièrement ça va? Est-ce que psychologiquement aussi, de manière générale, parce qu'on a on peut rencontrer des difficultés, etc. Tout ça, c'est un faisceau de choses qui va rendre l'arrêt du tabac plus ou moins difficile, mais il faut savoir une chose, on veut rester positif, c'est que chaque tentative, même si elle échoue là dans les médias, elle nous rapproche un peu plus de l'arrêt définitif. Il ne faut jamais baisser les bras et aussi il faut surtout se faire aider. Alors ça, nous, c'est pas notre rôle à nous, Alliance contre le tabac, parce que comme je disais, nous on est un peu le contre-lobby et on veut justement
mettre en lumière un peu ce qui se joue à la source de ce problème du tabagisme qui est cette industrie. Ah, bien sûr. Mais il y a des tas d'institutions et d'associations qui jouent très très bien ce rôle d'aider les fumeurs à arrêter. Il y a Santé publique France, donc avec le mois sans tabac, qui a fait plein de choses. Il y a Tabac Info Service, qui est une mine d'informations. Il y a un site internet, une mine d'informations pour arrêter de fumer. Il y a un accompagnement possible même à travers Tabac Info Service avec un tabacologue qui peut nous aider. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près, les fumeurs, ils ne sont que 12% d'entre eux quand ils veulent arrêter de fumer, à utiliser des substituts nicotiniques. Vous savez, c'est patchs, gommes, voilà. Il n'y a que 12% des fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer qui utilisent ces aides. Mais pourquoi par manque d'informations? Parce qu'elles sont efficaces, par manque d'informations. Elles sont très efficaces, c'est ça que je veux dire. C'est par manque d'informations parce qu'il faut savoir que si on entreprend une démarche d'arrêter de fumer en utilisant ces substituts nicotiniques, donc ces patchs et tout ça, on a 65% de chances en plus d'arriver vraiment à arrêter de fumer. Ah ouais, c'est énorme. Et ça, on ne le sait pas. Et il y a un gros trou dans la raquette, effectivement, en France, vis-à-vis de cet accompagnement-là. Il y a d'un côté, comme vous l'avez dit, les médecins qui souvent se disent pas assez informés, mal formés, tout court. Il y a des sondages auprès des médecins sur ces français sujets qui disent on a des patients qui viennent nous voir, qui veulent arrêter, et en fait, on ne sait pas bien les accompagner, les orienter. Doser aussi, etc. Oui, voilà. Donc ça, nous, on voudrait vraiment que les médecins, dans leur formation initiale, toutes disciplines confondues, au tout début de leur parcours, aient une formation Je pose une question toute bête. Les substituts nicotiniques, là, les patchs, les gommes, c'est remboursé par la Sécu ou pas? C'est remboursé par la Sécurité sociale, mais il y a à 65%. Donc il y a une partie qui est remboursée totalement, puis très vite après on peut y avoir un petit reste à charge. Alors en général la mutuelle prend le complément, mais si on n'a pas de mutuelle, il peut y avoir un petit reste à charge, et ça nous on n'est pas content parce qu'on aimerait vraiment que ce soit d'emblée 100%. On est d'accord. Voilà. Donc il y a quand même ça aussi qui joue. Et puis il y a l'accès à l'information. En fait, les Français globalement sont très mal informés sur déjà ce terme substitut nicotinique, c'est un peu vague comme ça. Ces aides à l'arrêt du tabac et l'arrêt de l'addiction, enfin le fait de se sevrer de l'addiction à la nicotine, et le fait qu'il y a vraiment des aides qui marchent pour faire en sorte que ce soit le plus facile possible sans trop de douleur, parce que c'est ça, de manque. Là, on est en train d'identifier un vrai axe de progression. Il y a vraiment un vrai axe de progression, et là, on sait que... Je reviens un peu en arrière, vous savez, sur l'inégalité de chacun face à la dépendance et à l'arrêt. J'ai deux témoignages qui se suivent dans le chat, c'est amusant. Par exemple, il y a chez Full Life qui a écrit tout à l'heure « J'ai arrêté il y a presque un an, du jour au lendemain, sans souci ». Bon, il y a des gens qui font ça. Et juste en dessous, vous avez Médoc, c'est drôle d'ailleurs, qui dit « Je fume depuis mes 14 ans, je suis asthmatique de naissance, j'ai fait des pneumothorax et pourtant je n'arrive toujours pas à arrêter ». Et ça n'est pas de la faiblesse. Non. Je pense que entre chez Full Life et Médoc, en fait, la relation à la dépendance, en fait, elle se fait ressentir pas du tout de la même façon, quoi. Non, et puis même, il y a des inégalités génétiques face à l'addiction. On sait que ça peut jouer aussi. Exactement. Donc, mais j'aime bien qu'on mette le doigt là-dessus, parce que ça veut dire que pour les personnes, justement, qui ont la malchance d'avoir cette dépendance très, très forte, qui ne dépend pas d'eux, eh bien, c'est là où l'accompagnement, il est très important. Très important. Et là, peut-être que notre société... Moi, c'est en parlant de ce sujet ces derniers jours à ma communauté, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Tu sais, Samuel, le problème, c'est que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, finalement, les aides pour nous aider à arrêter, nous, les plus gros fumeurs, en tout cas les plus dépendants, elles ne sont pas au top. Non, et il faut savoir, c'est ça, que finalement, cette addiction à la nicotine, c'est l'addiction pour laquelle les Français vont le moins consulter, alors que c'est la drogue la plus addictive. C'est plus addictif, il faut savoir, la nicotine que l'héroïne. C'est vrai ? Oui. La nicotine. La nicotine, c'est encore la drogue la plus puissante qui existe et qui peut passer comme ça, qui est complètement banalisée. Et c'est pour ça que les Français, finalement, quand ils disent bon, je vais arrêter de fumer, c'est une question de volonté, c'est une erreur, parce qu'en réalité, c'est la drogue peut-être la plus difficile à arrêter. C'est très compliqué. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Et pour autant, les Français se font pas aider. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment aller voir son médecin, un tabacologue, un infirmier tabacologue, enfin, qui que ce soit. Il y en a plein qui peuvent vous aider à arrêter de fumer. Ouais, il y a un débat dans le chat là-dessus. Voilà. Sur notamment le café. Certains citent des buveurs de café compulsifs qui boivent jusqu'à 12-13 cafés par jour. Je ne sais pas de qui vous parlez.
Mais effectivement, ça n'est pas bien. Je ne sais pas si la caféine il y a une addiction, la caféine. Je ne me prononcerai pas, mais en tout cas, il y a des effets pas terribles, je crois, sur le plan cardiaque. C'est drôle parce que chacun parle de sa propre addiction. Il y a des addicts à la pizza dans le chat, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a le sucre aussi, qui est une vraie addiction. Une vraie addiction. Par ailleurs, mais ceci est un autre débat. Incroyable. Waouh. Sugar Molly. J'avais lu une interview pendant mon mémoire, me dit Sugar Molly, qui est un habitué du chat, d'une femme sous respirateur, hospitalisée pour cancer du poumon. Le seul moment où elle pouvait enlever son appareil, c'était pour fumer. Et elle expliquait que c'était le moment où elle se sentait le plus vivante, qu'elle respirait vraiment qu'à ce moment-là, on était là dans la dépendance. C'est incroyable. Ouais. C'est juste... Et il faut savoir que ce sentiment de soulagement très très intense quand on prend notamment la première bouffée de cigarette, on tire dessus, et cette sensation de bien-être, en fait, ce n'est que le soulagement du manque. Donc, ce n'est pas un plaisir additionnel, c'est un soulagement du manque qui est constaté. C'est assez terrible. Incroyable. Mais tout à l'heure, je disais que moi, j'ai arrêté de fumer il y a longtemps. Et pourtant, de loin en loin, parfois, quand je vois, je sais pas, quelqu'un qui fume en terrasse, par exemple, à côté de moi, et en fait, je sens un besoin, je sens une envie de... C'est drôle, on parle de... J'ai arrêté, moi, de fumer il y a 15 ans. Ouais. Et ben, elle est encore là. Bien sûr. Je sens que c'est pas loin. Et que si, par exemple, demain, je sais pas, j'avais un accident on appelle l'accident de la vie, un passage difficile... Ouais. Professionnel ou personnel, je pense que le passage à l'acte, il n'est pas très lointain. Ouais. Je sens que le désir est toujours là. C'est fou quand même. C'est ça qui est très vicieux en fait, avec la nicotine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'industrie du tabac a tout intérêt à cibler les plus jeunes. Plus on tombe tôt dans l'addiction à la nicotine, plus on est accro toute sa vie. Et en fait, il faut savoir que quand on a été addict à la nicotine, il y a des petits récepteurs dans son cerveau à nicotine qui s'ouvrent. Et quand vous avez arrêté de fumer, que vous êtes sevré, ces petits récepteurs à nicotine ne se referment jamais. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à vous sevrer, que vous êtes arrivé à ne pas fumer. Mais c'est pour ça que quand vous êtes dans des situations qui associent, parce que le cerveau associe avec ses récepteurs à nicotine, l'addiction à la nicotine au plaisir. Oui, oui. Donc si vous êtes dans une situation sociale plaisante, en terrasse de café, avec des copains, où vous aviez l'habitude de fumer, le cerveau se souvient qu'il associe tabac à ces moments de convivialité. Et incroyable. Il vous dit fumez, fumez, fumez. Le truc se referme jamais. Non. C'est fou. On revient au traitement médicamenteux pour ceux qui veulent se faire aider. Donc on parlait des patchs, des gommes. Et Antoine demande s'il y a des traitements médicaux pour gérer l'addiction, d'un point de vue médical, biologique, autres que les patchs. Il y a d'autres solutions ou pas? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il n'y a pas Alors, il y a plein de choses. Il n'y a pas un médicament miracle, il n'y a pas une molécule qui a été inventée pour nous sevrer, ça n'existe pas ça? Alors, il y a des trucs des tabacologues, encore une fois, vraiment expliqueraient ça mieux que moi. Ouais. Mais il y a plein de choses qui existent. Il y a ce qu'on connaît, donc les patchs, les gommes, les inhalateurs, qui permettent de bien soulager quand même cette sensation de manque. Certains utilisent la vapoteuse. Oui. Peut-être on en parlera après, mais ça peut être une aide temporaire pour au moins passer de la cigarette à la vape et peut-être idéalement aller vers l'arrêt. Il y avait jusqu'à il y a encore quelques années un médicament, le Champix, qui permettait c'était vraiment un médicament qui permettait de soulager bien les très très gros fumeurs de la sensation de manque. On en avait parlé de Mais c'est plus commercialisé, il y a tout un truc, elle a perdu l'autorisation de mise sur le marché. C'est aussi quelque chose pourquoi nous, du côté un peu plus en lien avec les décideurs sur lesquels on travaille pour que justement ce produit se retrouve de nouveau sur le marché, parce que c'était d'une grande aide mais qui n'existe pas en ce moment là sur le marché. Et puis après, il y a tout l'accompagnement psychologique qui est très important aussi. Il ne faut pas hésiter à avoir un psychologue aussi pour se faire aider dans cet arrêt du tabac, parce qu'il y a une dimension affective et psychologique très forte dans le fait de fumer, comme dans toute addiction. On ne tombe jamais dans une addiction, et celle au tabac, à la nicotine, par hasard. Il y a toujours un background personnel qui explique ça, et c'est toujours c'est une aide de mieux le comprendre. Il y a quelqu'un aussi qui évoquait les problèmes de prise de poids, très importants. Dans le cas de l'arrêt, c'est normal, en moyenne c'est 5 kilos.
c'est en réalité le poids normal que vous aviez avant ou que vous auriez eu sans le fait de fumer, parce que souvent ça coupe l'appétit. Ça coupe un peu l'appétit, donc ça vous pouvez prendre, voilà. Mais pour les personnes qui dépassent ce seuil-là, se faire aider d'un médecin nutritionniste, c'est important aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses vraiment qui existent, et j'invite vraiment les personnes fumeuses à aller sur le site de Tabac Info Service. Il y a tout dessus. Joe nous l'a montré, je crois, aussi tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter vraiment à aller sur cette page. Merci Joe en tout cas. Ok, donc ça c'est pour les un mot de la vape, vous l'avez évoqué à l'instant. Est-ce que le fait de vapoter, c'est ça? Oui. Le vapotage, on dit ça aussi? Le vapotage, le fait de vapoter. Est-ce que ça peut être une aide? Alors je sais que moi je ne l'ai jamais consommé, je ne connais pas bien ce produit. Donc il y a de la vape avec nicotine, mais il y a aussi de la vape sans nicotine. Oui. Est-ce qu'il faut distinguer? Pour qui c'est? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Je sais pas. En fait, on s'accorde vraiment à dire que la cigarette électronique, nos experts, l'Alliance contre le tabac, c'est pas forcément le premier moyen qu'on peut utiliser pour arrêter de fumer, mais ça peut être un moyen valide pour aider à se sevrer de l'addiction. C'est là que c'est compliqué, c'est qu'en réalité, ça ne va pas vous faire sortir de l'addiction à la nicotine, qui est comprise dans le tabac, puisque vous continuez à la consommer à travers la vape. C'est la même chose avec les patchs, etc., etc. Ce qui est différent, c'est que pour vraiment que ce soit une aide à l'arrêt du tabac, il faudrait qu'on puisse vraiment se faire aider par un professionnel de santé pour diminuer progressivement la dose de nicotine. Et pas faire ça de façon empirique, c'est ça? Et pas faire ça un peu, c'est-à-dire que les commerçants qui vendent ces produits-là, ils sont souvent de bonnes intentions et ils veulent aider aussi le fumeur adulte à arrêter de fumer, mais ils ne sont pas formés, ce ne sont pas des professionnels de santé pour soigner une addiction. Ça, il n'y a que le professionnel pour recommander une dose ou passer de telle dose à telle dose, à telle dose, à telle dose, pour vraiment se sevrer. Donc c'est un outil intéressant, mais qui est peut-être mal utilisé. Mais un support de départ, en première intention, c'est toujours mieux que continuer de fumer des cigarettes. Pour un fumeur adulte, j'insiste. Là, le problème que nous, on observe, c'est les dérives à l'échelle populationnelle, de la mise sur le marché de nouveaux produits à base de nicotine. Oui. Alors, on a les puffs récemment. Les puffs, c'est les cigarettes jetables. Alors, les puffs, c'est ces cigarettes électroniques jetables, mais qui étaient avec des goûts complètement délirants. Les goûts licorne. Il y en a même une qui était sortie et qui fait Game Boy et qui fait de la lumière et de la... Enfin, un truc très ciblant vraiment les plus jeunes. Goûter le goût licorne ou pas? Moi, je suis curieux de... Non, personne dans cette salle, ok. Mais il existe. Okay. Donc là, normalement, on en a obtenu l'interdiction, mais ça va prendre un peu de temps. Désastre écologique au passage, me dit-on dans le chat. D'ailleurs, on a parlé peu d'écologie jusqu'à présent, mais c'est un vrai sujet aussi. Et, donc les puffs. Il y a les puffs. Après, il y a ces sachets de nicotine. Les sachets de nicotine. Alors, Nico-Push, souvent on entend Nico-Push ou sachet de nicotine. Et ça se consomme comment ça? Les jeunes sur TikTok l'appellent le chewing-gum magique. Ok. Pourquoi? Parce que certains... Alors, il n'y a aucune réglementation sur ces produits, il n'y a rien. Je ne connais pas ça. Les jeunes, c'est en train de prendre de plus en plus... Il y a un effet de mode autour de ce produit. Sur TikTok, ils se lancent des défis pour en mettre le plus possible dans la bouche, etc. Okay. Et en fait, il faut savoir que certains de c'est des petits sachets qui se glissent comme ça entre la gencive et la lèvre supérieure, qui diffusent une dose de nicotine... En fait, ça va très vite, ça fait un shoot au cerveau très très vite, parce que ça passe directement de la muqueuse, donc dans le sang, au cerveau. Donc ça fait un shoot de nicotine très fort et très vite au cerveau, ce qui crée l'addiction très vite. Et potentiellement dans ces petits sachets, et qui encore une fois ne sont pas du tout réglementés, il peut y avoir en taux de nicotine l'équivalent de ce que contient tout un paquet de cigarettes entier. C'est en une seule prise. Donc on n'a pas tous les trucs nocifs de la cigarette outre la nicotine, tout ce qu'on inhale, mais on a la nicotine et la dépendance, elle se crée, ça y est. Voilà, la dépendance, elle est vraiment très très rapide avec ce type de produit, et notamment, encore une fois, j'insiste pour les plus jeunes, c'est eux qui sont ciblés. Et puis, ça a des agréments qu'on connaît à travers le snus. Alors, le snus, normalement, ça comprend du tabac. C'est la même chose, des petits sachets. C'est interdit normalement en Europe, mais bon, malheureusement, ça passe à travers les mailles du filet. On peut trouver ça sur Internet, c'est ça l'idée? Ouais. Ok. Enfin, voilà. Non, mais
Non, mais okay. On sait que ça a des effets très néfastes sur l'équilibre bucco-dentaire, que ça défonce les gencives et que ça peut poser vraiment des gros problèmes sur toute la sphère après ORL. Et tous ces produits qui ciblent les jeunes ou avec de la nicotine et qui créent, est-ce que c'est des chemins qui peuvent amener vers le tabac traditionnel après, vers la cigarette ou... Alors il y a des études qui montrent que il y a des études qui ont été faites pour évaluer le risque de passer de la cigarette électronique pour un jeune à la consommation des produits du tabac. La Haute Autorité de la Santé estime que oui, et le Haut Conseil de Santé publique a rendu un avis aussi là-dessus en 2022, qui tendrait à montrer que oui, il pourrait y avoir un effet passerelle, ce qu'on appelle cet effet passerelle. Mais au-delà de ça, j'insiste, c'est que le problème qu'on a avec... cette industrie qui cherche à se renouveler, elle sait qu'elle perd du terrain en Europe à vendre des produits à base de tabac et les cigarettes. Donc, elle met sur le marché aujourd'hui des nouveaux produits en disant, regardez, on n'est plus responsable. Les cigarettes, nous non plus, d'ailleurs, on ne veut plus les vendre. D'ici 10 ans, c'est fini. Philippe Maurice dit que d'ici 10 ans, la cigarette, c'est fini. Ah oui, ils misent tout sur leurs produits dits, entre guillemets, à risque réduit. Mais il faut savoir que ça, c'est un argument marketing très malin de leur part pour avoir une image plus respectable auprès des décideurs, auprès du grand public, en disant regardez, on vend des produits beaucoup plus safe aujourd'hui, sans danger, avec aucun effet, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, et notamment les plus jeunes. Encore une fois, on l'a dit, plus tôt on est dans l'addiction à la nicotine, plus on sera addict toute sa vie à la nicotine. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est maintenir un business, un marché. C'est des industriels, c'est des commerçants. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on quitte cette addiction. Donc, ils développent des nouveaux produits, et notamment tous ceux dont on a parlé à l'instant. Et donc, là, le problème, c'est que c'est les jeunes qui sont ciblés par ce type de produit. Et les industriels ont tendance à dire « Oui, mais ça n'a pas d'effet, c'est rien, la nicotine, c'est rien. » Il y a des acteurs qui disent, des représentants de cette industrie, qui disent « Non, regardez, notre étude, elle démontre que c'est complètement c'est inoffensif, la nicotine, etc. » Non, c'est pas inoffensif. Sur un cerveau d'un jeune, on sait que la nicotine, ça a des effets terribles sur le développement cognitif, perte de mémoire, ça a été vraiment documenté. De manière générale, quelque addiction que ce soit, quand on est addict à un truc, il y a des effets aussi sur la santé mentale qu'on ne nomme jamais. C'est-à-dire qu'il y a des risques de dépression aussi accrus, de sentiments d'anxiété qui se créent. Veut-on demain des générations entières addictes à des gommes à base de nicotine, des petits oursons, parce que ça existe, des oursons à base de nicotine? La réponse, je pense, est naturellement non. Voilà. Et donc ça, c'est là que la limite qui est très finalement fine que jouent les industriels aujourd'hui en disant « Mais non, regardez, les produits qu'on met sur le marché, c'est pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. » Sauf qu'en fait, nous, dans le marketing, ce qu'on voit, c'est que c'est les plus jeunes qui sont ciblés par ces produits. Et donc, en soi, la cigarette électronique pour arrêter de fumer, oui. Si c'est accompagné par un professionnel de santé, mais j'insiste, mais pas destination un commerçant, un industriel, jeunes, en fait. Un buraliste n'aura jamais intérêt à ce qu'un fumeur, qui que ce soit, quitte l'addiction à la nicotine parce que c'est son business. Voilà. Donc, c'est ça que nous, on met en avant. Et alors, voilà. Moi, ce que je retiens notamment, c'est qu'en fait, pour un fumeur avéré adulte aujourd'hui, la vape, par exemple, avec nicotine, peut être un moyen doucement de se libérer de cette addiction, de passer à autre chose. En revanche, si je comprends bien, laisser les jeunes accéder à ce même produit, non. Voilà, exactement, c'est ça. En résumé, c'est ça. Le chat là-dessus, votre rapport à tout ça, vous parce que je vous ai un petit peu abandonné, là. Je vois qu'il y a beaucoup de fumeurs convaincus sur ce chat, dit Sen Maboukine. Mais c'est intéressant, on est là pour en parler d'ailleurs. Que dit Hildan, c'est intéressant. C'est Walking Hobby. Si je peux témoigner d'une chose concernant les puffs, ouvrez en une un jour, vous pouvez voir l'isolant des fils électriques baignés dans le réservoir du liquide. De plus, la nicotine utilisée dans ces puffs est la plupart du temps un sel de nicotine qui rend celle-ci plus addictive. Ok, très bien. Never give up.
question peut-être hors sujet, avec ces méthodes nouvelles qui visent les jeunes avec de plus gros shots de nicotine, diversifier la manière de consommer, est-ce que ça ne pousse pas les consommateurs si très jeunes à vite se tourner vers des drogues plus dures comme le cannabis ou bien d'autres plus forts parce que justement ils s'accoutument plutôt à des apports nocifs. Ce que dit notre invité en tout cas, c'est de créer une addiction quelle qu'elle soit à un produit, ça n'est pas sain, parce que ça a des conséquences. C'est affreux parce que, je vous en ai parlé, je pense à un jeu vidéo auquel je suis accro et j'ai l'impression que vous parliez de moi là. Avec l'anxiété, avec le... Voilà. Il y a des moments où on est... Il faut vous en libérer. Il faut que je m'en libère aussi, mais il faut que je joue à d'autres jeux aussi. Mais je comprends la question de Waldo Canto, je comprends pas. Est-ce que c'est un débat contre la clope ou contre la nicotine qui est écrit Waldo Canto, peu nocif pour la santé? Et je relais cette question parce que je me la posais moi-même aussi. Et en fait, ce que je comprends par vos propos, c'est que la cigarette est une catastrophe pour la santé, est une catastrophe pour la société. On n'a pas parlé de l'aspect environnemental, mais il faudrait en dire un mot avant de se quitter. Mais ce que vous me dites aussi, c'est que la nicotine présentée donc, par les industriels du tabac comme un moindre mal, un danger. C'est quoi l'expression qu'ils utilisent? Oui, leurs produits, ils disent que c'est un risque réduit. Réduit. Enfin, il y a quand même risque dans. Mais il y a quand même le mot risque. Mais la nicotine, pour vous, c'est un poison et il faut pas. C'est pas pour nous. C'est un règlement de l'Union européenne qui le reconnaît comme étant une substance neurotoxique et vénéneuse. Donc, c'est pas nous qui le disons du tout. Hein. C'est un neurotoxique, encore une fois, qui est utilisé, dont dérivent les pesticides, certains pesticides aujourd'hui. Amy, bonsoir Samuel, je suis étudiante en pharmacie. Dimanche, je vais faire une journée de sensibilisation concernant la cigarette. Quels conseils pourrait-elle me proposer? Merci. Amy, je pense que tu peux refaire le replay. En vrai, voilà. Je pense que tu viens de nous rejoindre, Amy, mais tout à l'heure, notre invité, justement, Marine disait, donner des pistes comme ça, justement, sur les outils à notre disposition aujourd'hui. Letty dit, perso, j'ai arrêté de fumer il y a 27 ans, GG à toi, j'ai pris 25 kilos que je n'ai jamais perdu. Passage de l'addiction aux cigarettes... 30 par jour à l'addiction au sucre. Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, l'industrie du tabac commence à racheter... Non. Oui, il faut le savoir. Alors, ils rachètent en ce moment... Ils investissent sur le sucre. Alors, ils investissent sur deux choses. Ils investissent sur l'industrie pharmaceutique. Ils ont racheté un certain nombre d'industries pharma pour justement faire en sorte qu'il y ait des produits à base de nicotine qui soient considérés comme pharmaceutiques d'un côté. Et de l'autre, ils rachètent aussi des industriels du sucre. Bah oui, quand on vend une addiction, on va jusqu'au bout pour diversifier ses activités. Moi, je suis en train d'essayer de baisser mon addiction au sucre, moi. Voilà. C'est pas tout pas mal, d'ailleurs. Je suis dépendant aux cigarettes, au chocolat. Un conseil me dit Xobar, mon pauvre, toi, t'es clope et sucre. Mon pauvre. Ça va bien se passer. Voilà. J'ai fumé pendant 20 ans, ça fait 6 ans que j'ai arrêté. Je le souhaite à tous. Aznaz. Alors, moi, le débat sur la dépénalisation du cannabis, je le trouve passionnant et sur cette chaîne, on l'aborde beaucoup et souvent. Ouais, Joël, c'est un sujet de fond, tu as raison, mais alors, pour le coup, c'est pas le sujet ce soir. Alors, il y a, avant de se quitter, parce que alors, on en est où là? Ah oui, quand même, ça fait 1h50 qu'on discute, c'est bien. Avant de se quitter, il y a un sujet qui est évoqué par notre ami Nicotine, dont je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, qui est en fait un personnage qui pendant plusieurs semaines là en fait va participer à cette campagne. Merci Joe, campagne lancée ce soir avec ce live. Nicotine étant un comédien, donc un personnage qui incarne l'industrie du tabac. Et dans les messages que fait passer Nicotine, il y a le coût environnemental. Et ça aussi, je l'ai découvert en préparant cette émission. Le coût environnemental, il est là de plusieurs manières. D'abord par les cultures, c'est-à-dire les cultures réservées au tabac. C'est ça. Ça pollue de la production à sa consommation. Si on commence à la base, il y a les cultures réservées au tabac, il y a les cultures, donc qui ne servent pas à autre chose. Voilà, il y a 200 000 hectares défrichés chaque année. C'est l'équivalent d'un pays comme le Luxembourg défriché chaque année. Donc déforestation là. Déforestation. L'industrie du tabac est responsable de 5% de la déforestation mondiale. L'eau. J'ai appris que le tabac est une plante qui avait besoin de beaucoup d'eau. Énormément d'eau. Donc une eau qui ne sert pas à autre chose. Et qui ne sert pas à la culture, à l'agriculture, notamment vivrière, dans les pays
pauvres dans lesquels malheureusement l'industrie du tabac s'installe pour développer ses cultures. Après, si on regarde au niveau de... Après, il faut bien distribuer ses produits, etc. L'industrie du tabac est responsable de l'émission de gaz à effet de serre à hauteur de ce qu'émet à peu près un pays comme le Pérou. Là, c'est le transport, je suppose. Donc c'est le transport exactement qui entre en jeu et c'est l'équivalent, je crois, de 540 000 Paris-New York. Aller-retour Paris-New York en avion chaque année en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pas mal. Voilà. Une des médailles de nicotine. C'est une des médailles qu'on peut lui décerner aussi. Et après, si on prend en compte la pollution que génère en soi même le produit, si on regarde le mégot par exemple, le nicotine l'a dit, hein, c'est 4 500 milliards de mégots qui sont retrouvés chaque année dans la nature. Et ces mégots, il faut savoir qu'au-delà, il y a un petit filtre plastique déjà, qui se retrouve souvent en billes de microplastique dans les océans et qui pollue presque éternellement les océans avec des billes de microplastique. Et puis il y a le bout de cigarette qui n'est pas fumé et qui comprend 7000 composés toxiques qui se retrouvent dans les sols. Il y a de l'arsenic, du mercure, du plomb et 7000 autres. C'est 4500 milliards de mégots, c'est ça? Oui, 4500 milliards de mégots par an. C'est 5 stades de France remplis à ras-bord, sans gradin, sans rien du tout, remplis par an, chaque année. T'es mal cendrier, quoi. T'es en stade un de gros France, cendrier, voilà. Combien de stades de France? 5 stades de France. Par an. Okay. Chaque année? Chaque année. Chaque année. Okay. Voilà. Avec du coup des composés toxiques qui ne disparaissent jamais dans la nature. Il y a certains, je sais pas, le mercure peut polluer extrêmement longtemps les sols, etc. Ça vient tuer les micro-organismes du sol et polluer pratiquement. On parle vraiment de bombes écotoxiques qui ne disparaissent jamais. Hein, et si on revient à la production, il y a aussi la population qui participe à la culture du tabac. Adultes et enfants, parce que dans certains pays, il y a les enfants qui travaillent dans les plantations. 1 300 000 enfants. 1 300 000 enfants dans le monde qui travaillent sur des plantations de tabac, dans les pays pauvres, vous l'imaginez bien. Et en fait, je crois que le contact en fait, avec la plante pose des problèmes de santé, c'est ça? Oui, ça fait la maladie du tabac vert. C'est-à-dire que potentiellement, un enfant comme un adulte dans un champ de tabac, il peut absorber par la peau l'équivalent de 2 paquets de cigarettes en nicotine, par la peau. Ça fait quoi, par jour? Par jour. Par jour? Par jour. Et c'est des enfants très très jeunes, hein, qui n'ont même pas 10 ans, qui sont dans ces champs de tabac. Ça leur fait des symptômes d'intoxication, en fait. C'est un neurotoxique, encore une fois, hein, la nicotine. Donc, du coup, c'est des vertiges, des vomissements, des troubles cognitifs et tout un tas d'autres problèmes qui est lié à cette maladie du tabac vert. J'aime cet humour du chat, parce qu'on était sur le cendrier du Stade de France, et la proposition de Rayon Vert, c'est il faut agrandir le Stade de France. Voilà. Alors, pardon, parce que je fais de vous une spécialiste du tabac, je vous embête, mais du coup, je vois des questions que je me suis toujours posées. Celle de Odish, pourquoi y a-t-il autant de produits bizarres? On parlait d'arsenic, on parlait de plomb dans une cigarette, c'est juste du papier du tabac. C'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi ils mettent de l'arsenic et du plomb dans une cigarette? Oui, pourquoi, quel est l'intérêt? C'est vrai que ça semble un peu surprenant. Oui. Alors, il y a un certain... le plomb en particulier, pourquoi? Je ne saurais pas vous dire, ça semble assez délirant. C'est une question d'addiction ou En fait, il y a aussi des agents exhausteurs de goût, il y a tout un... C'est un produit de très haute technologie, hein, une cigarette. Et donc, l'ensemble de ces composés ensemble, contribue à l'addiction. Le parfum peut-être, le goût. Le goût et au-delà de la nicotine, ça vient aussi renforcer l'addiction aux produits. Il y a Duduche du Rosard qui dit pour nous éliminer tout simplement. Oui, mais le plus lentement possible, si j'ai bien compris. Parce que le consommateur, il faut... le ménage un petit peu, malheureusement. Il faut qu'il consomme. Ah non, pardon, quelle était la question? Non, mais c'est ça, pour nous faire mourir, mais le plus lentement possible, parce que un consommateur qui meurt, c'est un consommateur qui... oui, c'est ça, il faut avoir le temps de le remplacer. Exactement. Voilà. Ouais. Je ne répondrai pas à cette question, pourquoi il n'y a pas que des patates dans ma purée industrielle, parce que je n'ai pas la réponse non plus, je ne crois pas que notre invité ait les réponses. Les amis, on se dirige doucement vers la fin de ce stream. Voilà, on a un peu débordé, mais je vous avais prévenu. Hein, voilà. Très bien. Merci au chat pour les questions, la pertinence des questions, la tenue aussi du chat. Bon, il y a plein de blagues que j'ai trouvées formidables et que je n'ai pas osé, vous lire. Voilà. Joe, tu me disais quelque chose à l'instant, non? Non, je croyais. Post Club arrive, non, a priori non. Petit Valorant dans la foulée, non, j'ai dit que j'essayais de... On leur en veut pas, hein, si jamais, on leur en veut pas. Est-ce qu'il y a dans cette pièce
parce vous nous voyez pas, mais il y a notre invité, il y a Joe bien sûr, et puis nous avons 4 invités. Je vois un sondage à la main comme ça. Est-ce qu'il y a des accros aux jeux vidéo dans cette pièce? Il y en a que 3? Que les garçons en plus. Ok, très très bien. Est-ce que les filles seraient un peu immunisées contre l'addiction aux jeux vidéo? Je ne crois pas pourtant. Ok. Est-ce qu'il y a des fumeurs dans cette pièce? Bon, il y a 2 des 3 garçons qui lèvent la main aussi. Très très bien. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez terminer sur une information? La campagne là, donc, qui est lancée ce soir avec ce live, donc Nicotine qui va communiquer sur les méfaits, les médailles de méfaits de l'industrie du tabac. Elle est sur Twitch, elle va être sur le site d'ACT, de l'association Alliance contre le tabac, elle va être sur les réseaux sociaux de Nicotine, qui va communiquer pendant la durée des jeux, si j'ai bien compris. Et les Nicotine aussi, ces vidéos que vous avez vues tout à l'heure, il va y avoir un certain nombre de capsules qui vont être sponsorisées aussi sur les différents réseaux sociaux, Meta, YouTube, Twitter, et j'en oublie sûrement. Et donc ça va être une campagne vraiment visible, un peu sur le temps long, à la fois, comme je disais, dans les abribus et affichage de 9 grandes villes de France au-delà de Paris et sa petite couronne. Et voilà, en espérant que ce soit le plus vu et partagé possible. Bravo à vous pour cette campagne. Moi, j'ai trouvé, ça m'a plu de voir quand on a passé la vidéo tous les commentaires positifs sur l'originalité de la formule, sur la performance de l'acteur aussi qui joue un personnage pas sympathique du tout. Le mot de la fin à quelques-uns de nos viewers. Letty, merci, c'était très instructif. Bon courage à ceux et celles qui souhaitent arrêter de fumer. Une des choses qu'on a compris ce soir, c'est qu'on était tous inégaux par rapport à ce souhait d'arrêter et que c'est pas qu'une question de volonté et de courage. Certains dans le tas disaient c'est juste une question de volonté. Je ne crois pas. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il faut en la matière comme en d'autres d'ailleurs, ne pas hésiter à se faire aider et aller voir notamment des professionnels de santé et à s'informer parce qu'il y a des solutions, mais on ne les connaît pas toutes. Nagayo Sugar-san, super stream, hyper intéressant comme sujet, comme analyse, merci beaucoup. Moi je dis aussi bravo à l'agence qui a pensé cette campagne parce qu'elle est originale et elle est sympa comme tout. Merci à vous aussi de nous avoir consacré du temps. Bonnes vacances, 6 vacances. Merci à nos invités que vous n'avez pas vus, mais qui faisaient partie de l'association ACT ou de l'agence justement qui a pensé cette campagne. L'acteur est génial, voilà, me dit Serenity. Merci Joe, t'as passé un bon moment? Je suis sûr que t'as appris des trucs, non? En vrai, ouais. Parce que Joe c'est un fumeur, c'est pas un gros fumeur, Joe, c'est un tout petit fumeur. Joe, t'as fumé plus à une époque ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je fume un paquet tous les mois maintenant. Un paquet tous les mois? Et oui, mais ça compte quand même. Mais ça compte quand même. Il n'y a pas de petit tabagisme. Ça compte quand même. Est-ce que ce stream t'a donné envie d'arrêter définitivement? Moi, j'ai envie d'arrêter, mais j'arrive pas à l'enlever avec le côté je vais boire un verre. Et c'est très dur. C'est le dernier truc en fait. Donc je sais pas si vous entendez Joe, mais Joe dit que ce qui est difficile, c'est de se débarrasser de la cigarette sociale. La clope sociale. En terrasse avec les copains, en fait. C'est dur, c'est vrai. Donc moi, comme je n'ai plus de vie sociale, voilà. si vous voulez arrêter la cigarette, arrêtez les amis. Voilà, c'est ça mon conseil. Merci à tous. Vous êtes un chat de qualité. On va aller faire un petit raid pour soutenir un autre streamer, une autre streameuse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont arrivés en cours de stream, cette fameuse vidéo de Nicotine qui dure que 8 minutes, qui est hyper sympa, où on a ce personnage qui incarne tous les méfaits du tabac, de la nicotine, et qui l'assume avec un total cynisme. Vous l'avez en replay au début de ce stream, vous l'avez dès demain sur la chaîne YouTube, vous l'avez sur le site de l'association ACT, Alliance contre le tabac, et vous allez la retrouver sur les réseaux sociaux. Qui est en live actuellement? On va aller voir tout de suite du côté des amis pour voir qui on raid. Je crois que c'était votre premier stream, hein? C'était mon premier stream. Un raid, c'est un truc formidable. C'est en fait toute notre audience, là, on la bascule sur la chaîne d'un autre streamer. Voilà, pour éclairer le travail de quelqu'un d'autre. Je trouve ça formidable. Voilà. Je n'ai pas remercié aucun sub ce soir, pardon. Vous savez, quand je reçois un invité, je suis plutôt avec l'invité et avec le chat. Donc merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne ce soir. 20h50, je ne suis pas sûr de streamer du jeu ce soir. Voilà. Je crois, moi aussi. Non, parce que normalement je fais une revue de presse demain matin. Enfin bon, bref, on verra. Surprise. Qui est en live? Attendez, on va voir qui est en live. Sunday, Anae, il y a Kao, il y a Trivia. Ah oui, très bien. Il y a Rive qui est en discussion comme tous les jours sur les Jeux Olympiques. Rivenzi qui est beaucoup sur les Jeux Olympiques en ce moment. Il y a Trivia qui est en live. Il y a, tu me disais qui? Il y a Juliette. C'est longtemps qu'on n'est pas allé voir Juliette. Il y a Sunday. Il y a Anae, il y a Moment qui est sur du Valo. Tiens, il est sur Valo, Moment. Ouais. Il y a Jenny qui est en Subaton, qui est sur Chain Together.
Bah écoutez, on se disait tout à l'heure que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Red, où est-elle Juliette, qui est sur Apex. Voilà, eh bien, les amis, allons voir Juliette. Donc, Je lance ou je le lance? oh bah, je le fais si tu veux. C'est bon, je te lance. T'es dessus? Bon, les amis, on va voir Juliette Ars. Juliette, c'est la coupable. C'est elle qui m'a fait découvrir Valorant quand elle est venue ici il y a quelques mètres dans le décor de Saint-Play il y a quelques mois. Voilà. C'est pas à cause d'elle, c'est grâce à elle. Là, elle est sur Apex, qui est l'un de ses jeux de cœur. Faites coucou à Juliette. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet qu'on a évoqué ce soir, voilà, et à communiquer auprès de vos amis, vos proches, certaines des informations qui vous ont peut-être touché, qui vous ont peut-être intéressé. Prenez soin de vous, soyez heureux, mettez du bonheur dans votre vie et dans celle des autres. Et je vous dis peut-être à ce soir, peut-être à demain matin, on ne sait pas. En tout cas, sans tabac. À très vite, ciao.